je vais essayer de me mettre devant. Donc. Alors bonjour à tous et puis merci d'être tous présents aujourd'hui. Alors mon gros problème moi c'est que je suis quelqu'un de très bavard, donc je vais essayer de faire au mieux pour que ça dure maximum 1h30 pour qu'on puisse avoir au moins une demi-heure de questions, pour qu'on puisse tous interagir ensemble. Donc je vais essayer de faire au plus vite et de passer l'intro le plus vite possible. Alors déjà je me présente rapidement. Alors en fait je m'appelle Olivier Dury, je suis psychologue clinicien sur Paris. Je travaille essentiellement dans l'accompagnement des enfants autistes, mais aussi je suis en cabinet auprès des enfants et adolescents. Et ça fait maintenant... Oui. L'autre micro est ouvert. Ah oui, en effet. Alors comment on coupe le micro comme ça? Mais du coup, je ne sais pas comment on coupe le micro. Allez. Voilà. Donc, je disais, en fait, ça fait quelques années maintenant que je suis spécialiste de la question des écrans et de leur usage en fait dans la thérapie. Je fais depuis maintenant 5 ou 6 ans de la thérapie par le numérique. Donc, pour faire simple, en fait, je soigne avec les jeux vidéo. Et je fais aussi de la thérapie par la robotique. Donc, j'utilise pas mal plusieurs robots différents auprès des enfants autistes, et le but de ma thèse c'est de montrer en quoi ces nouveaux outils en fait peuvent être intéressants pour aussi bien donc tout ce qui est côté éducatif et pédagogique, mais aussi thérapeutique auprès des professionnels de santé. Alors si jamais ce que je vous dis aujourd'hui vous intéresse et que vous avez envie de creuser un peu plus la question, je peux vous conseiller 2 sources. La première c'est le livre de Serge Tisseron qui s'appelle 36912, Apprivoiser les écrans et grandir, qui coûte une dizaine d'euros, qui se lit en à peu près 2 heures. Et si jamais vous êtes patient, que vous avez le courage, vous pouvez toujours lire La vie, l'enfant et les écrans de l'Académie des sciences, qui est sorti en 2013, qui est disponible gratuitement sur leur site. Alors pourquoi je dis qu'il faut être patient? Parce qu'il est en version non imprimable et qui fait 350 pages. Mais en tout cas, vous aurez toutes les sources que je vais pouvoir citer en fait, dans mon intervention aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on intervient beaucoup sur... Oui, c'est Apprivoiser les écrans et grandir, le premier livre. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'interviens sur cette question des écrans, et pourquoi est-ce qu'en fait on intervient beaucoup aujourd'hui? On remarque quand même que les écrans sont un petit peu partout en fait dans la question des médias. On les voit sur aussi bien dans justement tout ce qui est journal papier, comme avec La Tribune qui est sortie dans Le Monde il y a 2 semaines, ou alors sur France 2 avec Le Envoyé spécial qui est sorti il y a 1 mois, des choses comme ça. C'est qu'on remarque aujourd'hui qu'on ne peut pas le nier, les écrans sont partout dans notre quotidien, dans le sens où là par exemple on est une petite centaine dans cet amphi, je pense qu'on est une centaine à avoir un écran dans la poche, il y a même à peu près 80% qui ont un écran devant les yeux, donc on voit bien que de toute façon les écrans aujourd'hui sont partout, et de toute façon à la maison on compte à peu près en moyenne 3 écrans par foyer minimum, et puis on sait très bien que les écrans sont aussi au travail, sont aussi à l'école et tout ça, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on remarque que de plus en plus de gens sont totalement désorientés avec cette question, donc majoritairement les parents qui nous posent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on doit faire avec les écrans, quel impact ça va avoir sur nos jeunes et tout, mais aussi les accompagnants, donc tout ce qui est par exemple éducateurs, professeurs, psychologues et tout ça, et qui se posent vraiment pas mal de questions. C'est pour ça qu'on a mis en place en 2008 ce qu'on appelle la règle des 3-6-9-12, sur laquelle je vais beaucoup travailler aujourd'hui. 3-6-9-12 en fait, c'est une association qui a été mise en place par Serge Tisseron. Si jamais vous voulez vous renseigner un peu, on a un site internet, donc 3-6-9-12.org. Sur ce site, vous avez tout ce qui est justement articles, nouveautés, tout ça. On a créé aussi un cycle de vidéos assez courtes qui répond à pas mal de questions qu'on peut se poser. Et également, on a créé une newsletter sur laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement depuis la page d'accueil. Et chaque mois, en fait, vous recevrez des infos sur les actus de la question des écrans, toutes les études qui ont pu sortir et tout ça. Donc voilà, je vous encourage à le faire si jamais le sujet vous intéresse. Donc déjà, très rapidement, qu'est-ce que c'est que la règle des 3-6-9-12 dont je suis en train de vous parler? Pour faire simple, 3-6-9-12, ce sont des âges dans le développement de l'enfant qui sont très importants, où on voit que justement l'enfant atteint à chaque fois de nouveaux stades, on va dire. À 3 ans, c'est le moment où on rentre en école maternelle. À 6 ans, c'est le moment où on entre en école élémentaire. À 9 ans, c'est le moment où on entre dans la préadolescence. Et à 12 ans, c'est l'arrivée au collège, c'est l'arrivée dans l'adolescence. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque que l'impact que les écrans vont avoir sur le développement de l'enfant et sur les côtés relationnels ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge que l'enfant aura et donc des tranches d'âge dans lesquelles il fera partie. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je sais que vous êtes plus spécialisé dans la question de l'adolescence, mais c'est important quand même qu'on revienne depuis la toute base, donc depuis qu'est-ce qui se passe à partir de la naissance dans ce rapport aux écrans, pour pouvoir ensuite continuer petit à petit jusqu'à la sortie de l'adolescence.
Pour résumer brièvement les 3, 6, 9, 12, en fait à la base quand ça a été créé, c'était des conseils donnés aux parents en disant pas de télé avant 3 ans, pas de console de jeu personnelle avant 6 ans, pas d'internet en navigation solitaire avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Alors après, bien évidemment, le truc c'est qu'il faut comprendre aussi qu'on est psychologue, et donc nous les psychologues, on a un énorme défaut, c'est qu'on nuance tout ce qu'on dit. Donc là, en fait, le but c'était aussi de pouvoir creuser un peu les phrases qu'on donnait pour donner ce côté un peu moins, on va dire, dictatorial à ces 4 impositions qu'il y avait là. Et au bout d'un moment, on s'est dit quand même que c'était un peu questionnant d'être toujours dans le négatif, donc vraiment du pas, du pas, du pas. Et donc on a un peu adapté nos repères 3, 6, 9, 12 qui maintenant sont devenus, avant 3 ans, jouer, parler et arrêter la télévision. Avant 6 ans, limitez les écrans, partagez-les et parlez de ce qui se passe dans les écrans. Avant 9 ans, créez avec les écrans et expliquez ce que vous voyez. Et avant 12 ans, apprenez à vous en protéger. Et après 12 ans, vous faites un mix des 4 et puis là, vous avez la super solution. Déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre absolument dans le but de l'intervention d'aujourd'hui, c'est que les écrans, c'est pas tout noir et c'est pas tout blanc. Oui. Pardon, je vais faire mon mieux. Le petit? Mais non, il est éteint, lui. Non? Lequel? Ah! D'accord, c'est celui-là qui est allumé? Hop. Voilà. Alors, déjà, un truc important qu'il faut vraiment comprendre et qui est... Oui? Le diapo, est-ce que vous l'aurez en dispo? Normalement, non, j'aime pas trop filer les diapos parce que justement, vu que c'est des petites phrases courtes, j'ai toujours peur que ça soit mal interprété, mais on m'a demandé si je pouvais être filmé, j'ai accepté, donc en tout cas, ce qui va être dit aujourd'hui, ça sera dispo. Voilà. Donc, je disais, en fait, il y a un point vraiment important à comprendre aujourd'hui, c'est que les écrans, c'est pas tout blanc et c'est pas tout noir. On est aujourd'hui dans une société où on a beaucoup de gens qui sont dans une critique directe des écrans, qui vont vous sortir des âneries énormes, comme par exemple que les écrans, ça rend autiste, ou alors enfin des choses qui partent dans les extrêmes pas possibles. Il y en a d'autres qui sont dans l'idéalisation totale des écrans et donc qui ne cherchent pas à en voir non plus les côtés négatifs. Le but, c'est vraiment de trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes. Déjà, on peut voir qu'au niveau des côtés positifs, les écrans ont un énorme avantage, c'est qu'ils sont un formidable support pour tout ce qui est apprentissage, partage, échange et tout ça. Donc le but, c'est aussi de pouvoir comprendre en quoi est-ce que les écrans peuvent être intéressants dans le développement de l'enfant, du côté relationnel et justement développemental, et qu'est-ce qu'on peut en faire justement pour avoir la meilleure utilisation possible de ces écrans-là. Le but, en fait, c'est de lutter contre une fracture qui existe aujourd'hui entre ce qu'on va appeler les personnes qui ont le mode d'emploi et les personnes qui n'ont pas le mode d'emploi. Ceux qui ont le mode d'emploi, en fait, pour faire simple, c'est ceux qui justement peuvent être un environnement suffisamment sécure, suffisamment safe pour pouvoir accompagner l'enfant, valoriser son travail avec les écrans, pouvoir avoir une prise de recul nécessaire pour justement le protéger contre les différents pièges et l'accompagner, en fait, pouvoir mettre des mots sur tout ça. Contrairement à ceux qui n'ont pas le mode d'emploi, qui sont justement soit ceux qui diabolisent totalement les écrans, donc quitte à les interdire totalement à la maison ou au boulot ou autre, soit ceux qui idéalisent les écrans et donc ne font pas attention à quels peuvent être les dangers qu'ils peuvent présenter, et enfin ceux qui en ont juste rien à faire, et donc ça c'est ceux qui justement ne se posent même pas la question. Donc là le but, c'est que à la fin de cette intervention, vous ayez tous le mode d'emploi et que vous puissiez tous le partager autour de vous, ce qui est important. Donc rentrons déjà dans le vif du sujet et parlons un petit peu de ces impacts que les écrans peuvent avoir avant 3 ans. Alors déjà, avant 3 ans, il y a une chose très importante à comprendre, c'est qu'il va falloir faire une grande différence entre les écrans qu'on va nommer connectés et les écrans non connectés. Donc les écrans connectés, c'est ceux qui sont sur le web du coup, et les écrans qui sont interactifs et les non interactifs. Les écrans interactifs, comme vous en doutez, c'est tout ce qui est écran tactile, ça veut dire ceux avec lesquels vous êtes actif devant, ceux que vous pouvez toucher, que vous pouvez faire changer l'image, et ceux qui sont non interactifs, ça veut dire comme la télévision par exemple, où vous êtes passif devant. Et déjà, ce qui est remarqué, c'est qu'avant 3 ans, les écrans non interactifs ont bel et bien un impact négatif sur le développement de l'enfant. Et ça, c'est très important de pouvoir faire de la prévention auprès des parents et des enfants eux-mêmes, dès la maternelle, voire même avant, pour pouvoir éviter justement les mauvais usages en fait, de ces écrans. Et il y a différents types de prévention. Bien sûr, ça peut passer par la parole, il faut en parler, mais la prévention, ce qui marche le mieux, c'est justement l'exemple. Pourquoi? Parce que en fait, le problème, c'est que les enfants sont des formidables imitateurs à cet âge-là. Donc ça veut dire que vous voyez très souvent des enfants qui, à 3 ans, arrivent dans la cuisine, prennent la banane sur la table de la salle à manger et font « Allô » parce qu'ils voient tout le temps papa et maman faire « Allô » au téléphone. C'est comme aussi les parents qui disent toujours « Je suis
impressionné parce que mon bébé, à chaque fois, il est devant une table et il fait déjà ça, comme s'il était en train de switcher sur la table. Et en fait, c'est parce que le bébé aussi, il voit les parents qui rentrent dans la chambre avec leur téléphone en train de switcher sur leur téléphone. Donc en fait, il imite ce que les parents font. On a aussi une fois reçu un bébé, donc envoyé par ses parents. Les parents s'inquiétaient beaucoup parce que le bébé en fait se tenait tout le temps la tête, donc ils avaient peur qu'il ait une otite ou autre. Et en fait, ce qui a été remarqué, c'est que le bébé se faisait souvent promener par le papa en poussette, et le papa prenait les temps de poussette pour justement passer ses coups de téléphone. Le bébé, voyant souvent son papa passer les coups de téléphone, s'est mis à faire comme le papa et donc à se tenir la tête comme ça. Donc en fait, on voit bien que les enfants, très jeunes, arrivent déjà à imiter le comportement qu'on va avoir avec les usages des outils numériques sans même avoir les outils numériques dans les mains. Donc c'est déjà très important de pouvoir montrer l'exemple. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est un peu difficile aussi à faire pour nous parce qu'on remarque que nous-mêmes, adultes, on a un rapport spécial avec les écrans. Dans le sens où on va avoir soit cet usage d'écran qui va être dans l'ordre du divertissement. Donc je rentre chez moi, je vais me mater une série, je vais me faire une petite partie d'un jeu vidéo, je vais me mettre devant la télé ou autre pour me détendre parce que j'ai eu une grosse journée. Mais on a aussi ce rapport-là aux écrans qui a pas mal changé. Le fait de, aujourd'hui, on a beaucoup de fois le boulot en fait qui nous demande de nous connecter à notre boîte mail même quand on est chez nous, de répondre au téléphone pour le boulot ou des choses comme ça. Et ça, c'est aussi important de pouvoir en fait montrer l'exemple aux enfants parce qu'ils vont vouloir faire la même chose que leurs parents. C'est un peu comme ces parents qui sont à table avec leur ado et qui leur interdisent d'utiliser les textos par exemple pendant le repas, mais par contre que leurs propres parents appellent, eux ils n'hésitent pas à se lever de table pour décrocher le téléphone. L'ado trouve ça injuste, mais il a raison en même temps parce que pourquoi est-ce que la règle que les parents lui instaurent ne sont pas instaurées pour eux aussi? C'est là où en fait on voit que c'est très important au moment de la prévention de pouvoir aussi justement montrer l'exemple et expliquer un peu tout ça pour que ça puisse être assimilé par le jeune. Alors j'ai essayé de chercher quels étaient les avantages de l'usage des écrans avant 3 ans. Donc le premier avantage, c'est que vous êtes sûr que l'enfant n'aura aucun retard sur le plan technologique. Le problème, c'est qu'on remarque quand même que les enfants qui avant 3 ans n'utilisent pas les écrans n'ont pas non plus de retard sur le plan technologique. Donc l'avantage tombe un petit peu à l'eau. Après, pour tout ce qui est tablette tactile et donc écran interactif, j'en parlerai un petit peu après. Mais d'abord, parlons justement des impacts négatifs qu'on va pouvoir voir avec l'usage des écrans. Alors quand je parle bien évidemment d'impact négatif, il ne faut pas considérer que si vous mettez votre enfant de moins de 3 ans devant la télé pendant 15 minutes, il va d'un coup perdre son niveau en langage et avoir des troubles de l'attention. Bien sûr, non, c'est toujours quelque chose qui va avoir lieu si l'enfant est, on va dire, mis devant les écrans, exposé aux écrans de manière quotidienne et intense. Intense, c'est de l'ordre du 1h30, 2 heures par jour, par exemple. Et là, en fait, on remarque plusieurs effets. Déjà, on va pouvoir citer une étude qui a eu lieu en Allemagne il y a quelques années, qui prenait 2 groupes de bébés, donc de moins de 2 ans. Alors, il y avait un groupe qui était exposé de manière quotidienne aux écrans et un groupe qui ne l'était pas. Ce qui a été remarqué, c'est qu'au moment où les enfants commençaient à développer le langage, ceux qui étaient exposés aux écrans non interactifs de manière quotidienne, justement, avaient beaucoup moins de mots dans leur vocabulaire que ceux qui n'étaient pas exposés. Ils avaient à peu près une trentaine de mots en moins qui développaient dans leur vocabulaire. Donc on voit bien qu'il y a un impact sur le développement du langage. Deuxième point aussi, ce qu'on a remarqué avec une autre étude, c'est que ces enfants qui étaient dans la pièce, qui ne regardaient pas la télé, mais pour qui la télé était quand même allumée, eux aussi avaient des troubles qui apparaissaient, comme par exemple des troubles de l'attention. Parce que même si les parents nous disent « mais vous savez, oui d'accord la télé elle est allumée mais ça fait un bruit de fond, l'enfant il la regarde pas », et en fait on remarque que les enfants les plus jeunes vont être dérangés en fait dans leur jeu parce que la télé est allumée et vont arrêter un peu plus tôt que les autres justement leur jeu qui pourtant est essentiel en fait pour leur développement. Et donc ça on voit aussi que ce genre d'étude a montré que même quand l'enfant ne la regarde pas, il est quand même impacté. Il y a aussi une autre étude très intéressante qui a été menée par une certaine Madame Pagani au Canada qui montre que les enfants de moins de 2 ans qui sont surexposés aux écrans, si on les reteste tous les 3 ans pour faire une étude longitudinale, ils vont montrer après 10 ans encore des symptômes qui seront dus à cette surexposition d'écran. Alors bien évidemment, il faut aussi prendre en compte le fait que ces enfants-là, c'est pas seulement parce qu'ils ont été exposés avant 2 ans, mais c'est aussi parce que la surexposition elle continue toujours d'année en année. C'est ça qui va faire que. Parce qu'on remarque quand même que les symptômes dont je vous parle peuvent facilement disparaître si on commence à faire entre guillemets un sevrage d'écran. J'aime pas ce mot, mais en tout cas, si on commence à arrêter un petit peu les écrans et à plus rentrer dans l'interaction. On va pouvoir trouver différents types de symptômes, comme je vous dis. Ça va être aussi par exemple un lien de corrélation qu'il va y avoir avec le surpoids, parce que justement le fait d'être devant l'écran, ça favorise aussi le grignotage, sur tout ce qui est risque d'attitude passive face à la réalité, trouble de la concentration, trouble de l'attention et tout ça. Mais pourquoi donc? Parce que là, je vous explique un peu ce qu'on voit, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a 2 raisons très simples. La première, c'est que quand on a moins de 3 ans, on ne met pas de sens sur les images qui passent dans un écran.
On ne comprend pas en fait ce qu'on voit. Ce qu'on fait juste, c'est qu'on se reçoit une dose très importante de stimuli. Stimuli visuels, stimuli auditifs, et ça arrive d'un coup sec comme ça. Et donc forcément, on sait très bien que quand on s'adresse à un bébé, on doit lui parler lentement, on doit prendre son temps, on doit des fois répéter les choses et tout ça, ce qu'un écran ne fait pas. Et donc en fait, l'enfant se bouffe une quantité énorme d'informations très rapidement, et donc ce qui va avoir un impact sur le côté concentration et attention. Et surtout, la deuxième raison, qui est la plus importante, c'est que quand on s'adresse à un bébé, on a besoin en fait de toujours interagir avec lui en se calant sur son côté, on va dire, émotionnel du moment. Parce que le bébé, au début, ne comprend pas ce qu'il ressent. Il a besoin en fait qu'on puisse lui apporter ce qu'on appelle de la représentation. Ça veut dire que l'adulte puisse mettre des mots là-dessus. Donc par exemple, on a un bébé qui fait la tête et qui est tout triste, et nous adultes, on va être à côté, et puis on va faire la tête aussi, on va avoir une voix toute grave et tout ça. Là, le bébé, ça va le faire rigoler, il va se mettre à sourire et tout ça, et puis nous, notre voix va devenir un peu plus chantante, on va jouer un petit peu avec lui et tout ça, on va prendre un rythme différent, et ça c'est important pour lui, parce que ça permet en fait à l'enfant de comprendre de plus en plus quel est son niveau émotionnel, comment est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il ressent en ce moment et tout ça. Alors qu'avec un écran non interactif, ça ne peut pas arriver. Même si on va vous faire croire que des programmes comme Dora l'exploratrice font interagir l'enfant parce qu'on fait à votre gamin tiens, est-ce que tu veux aller au marché ? Super, alors allons au marché. Mais si l'enfant il répond non, j'ai pas envie d'aller au marché, on va quand même répondre super, alors allons au marché. Donc on voit bien que ce n'est pas adapté aux enfants en fait, parce que justement il n'y a pas d'interaction possible, contrairement à ce qui peut se passer avec l'adulte. Donc c'est ça qui est vraiment important. Donc en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce n'est pas l'exposition aux écrans, surtout qui va avoir l'impact le plus fort auprès des enfants, c'est en fait le fait que quand l'enfant est devant l'écran, il n'est pas dans une interaction avec un adulte. Et donc plus de temps devant l'écran, c'est moins de temps en interaction directe avec l'autre. Et c'est ça qui est pourtant important pour son développement. Il faut comprendre que c'est déjà depuis 1999 que l'Académie américaine de pédiatrie a recommandé de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans devant les écrans non interactifs. Ça fait 19 ans et le discours n'a toujours pas changé. Ils ont expliqué aussi qu'il fallait limiter le temps d'écran pour les plus grands à 2 heures par jour. Ça, on va pouvoir nuancer un peu le propos, j'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, parlons un petit peu des écrans interactifs, et donc particulièrement de tout ce qui est tablette et smartphone. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à leur usage auprès des tout-petits ? Déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a encore aucune étude qui ne montre d'effet délétère à l'usage de ces écrans interactifs avec les tout-petits. Il y a même des études assez intéressantes et assez récentes surtout, dont une qui date de 2017, qui montre que les enfants qui utilisent les écrans tactiles le plus tôt, en fait, vont développer plus rapidement un intérêt pour développer les capacités de motricité fine. Donc, en fait, ça c'est normal parce que justement, avec un écran tactile, on interagit assez bien dans ce qui est de l'univers du bébé, en fait. Le fait d'essayer pour voir, je touche et je vois l'impact que ça peut avoir. On est vraiment dans ce rapport-là au stade sensorimoteur. Sauf que, bien évidemment, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que les tablettes tactiles, c'est tout pour l'enfant et que ça apporte plein de choses. Non, il ne faut pas penser ça. En fait, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'adultes qui utilisent les écrans tactiles avec les tout-petits. Quand on regarde les pourcentages, c'est incroyable de voir le nombre de tout-petits qui sont exposés en fait, aux écrans tactiles. Parce que soit les parents ne savent pas trop quoi faire et donc décident de mettre une tablette entre les mains, soit parce que le gamin est en train de chialer dans le métro et donc on lui met le smartphone parce qu'il est beaucoup plus tranquille, soit parce qu'on a envie d'avoir un petit temps tranquille et tout ça, donc on le met devant la télé, n'importe. Mais en tout cas, on voit que l'usage des tablettes tactiles est quand même très courant. Et en fait, ce qu'on remarque quand même, c'est que quand le parent accompagne l'enfant dans son usage des tablettes tactiles sur un temps court, ça peut devenir intéressant parce que justement, il va se passer un jeu à deux. Et donc là, ce que je disais tout à l'heure avec l'interaction parent-enfant, elle va avoir lieu. Parce que justement, on va s'extasier sur ce que le bébé est en train de faire. On va faire des « Oh, regarde, ça fait des petits traits, tout ça, ça fait des dessins, machin. » Et en fait, là, le bébé va commencer à s'amuser parce que c'est justement son rapport avec l'adulte qui va faire quelque chose d'intéressant pour son développement. Donc, il faut bien penser que quand on dit la tablette tactile, pourquoi pas, c'est seulement si le parent en a envie. Donc si l'adulte a envie de jouer avec son enfant sur une tablette, il ne faut pas se forcer, parce que si l'adulte se force, il n'y a pas de plaisir, et donc le bébé ressent qu'il n'y a pas de plaisir. C'est sur des temps courts, et bien sûr, alterner avec d'autres activités. Parce que quand même, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a deux dimensions très importantes au développement du bébé, qui font quand même défaut avec l'usage de ces écrans interactifs. C'est le rapport au corps et le rapport au temps. Au niveau du rapport au corps, il faut comprendre qu'un petit bébé, il a besoin en fait d'explorer son espace et d'explorer justement tous ses sens.
En fait, il est dans ce que Piaget appelait déjà le stade sensorimoteur. Ça veut dire que je dois pouvoir explorer l'espace, je dois me déplacer, je dois sentir les objets, je dois savoir qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est un peu plus doux, qu'est-ce qui est mou, qu'est-ce qui est rugueux. Je dois avoir besoin d'observer le monde avec mes 10 doigts et avec mes sensations. Ça, c'est très important. Et ça me permet en fait petit à petit de comprendre un petit peu mon rapport à mon propre corps, et ça me permet aussi de comprendre un petit peu au niveau de l'espace quelle est la différence entre l'ici et l'ailleurs. Et sauf qu'avec les écrans tactiles, on n'a pas ce rapport-là, en fait, justement, au sensorimoteur. Parce qu'on voit bien que sur une tablette, on interagit avec un doigt, 2 doigts, des fois 3 doigts, mais pas plus en tout cas. Et justement, c'est pas comme par exemple prendre un crayon et faire un gribouillage sur un papier. Parce que là, on utilise ses 5 doigts. Alors que si on fait un trait sur une tablette, il n'y en a qu'un seul qui est utilisé. D'ailleurs, beaucoup de parents s'extasient en nous disant « Mais regardez comment c'est génial, mon bébé, il sait faire des jeux d'encastrement sur tablette. Donc il sait mettre le petit cube numérique dans le petit carré numérique et tout ça, c'est génial. » Mais sauf qu'on remarque qu'il y a pas mal d'enfants qui savent le faire sur tablette, mais qui ne savent pas le faire en vrai. Parce que ce ne sont pas les mêmes choses qui sont sollicitées chez le petit bébé entre faire un vrai jeu d'encastrement et faire un jeu d'encastrement numérique. Et par rapport au temps, ça c'est très simple, le bébé en fait ne comprend pas au début ce que c'est que la temporalité, ce que c'est qu'une chronologie. Ça c'est quelque chose qui se met en place au fil du temps. Et donc si vous avez lu Paul Ricoeur, vous savez aussi que justement le fait de pouvoir être capable de mettre en place une narration et une chronologie, c'est très important pour justement se développer l'identité. Parce que Paul Ricoeur parlait d'identité narrative justement, le fait que notre identité c'est une histoire qu'on raconte à un autre. Le bébé, il a besoin en fait petit à petit de se développer un rapport au temps. Donc comment on fait ça ? Par exemple, on ritualise sa journée. On se lève à peu près à la même heure, on se couche à peu près à la même heure, les repas c'est à peu près à la même heure et tout ça. Ça lui permet déjà de se fixer un petit peu son rapport au temps. Mais aussi, on lui raconte des histoires. Parce qu'une histoire, ça a toujours un début, un milieu et une fin. Ça commence par il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, après il y a des péripéties, et à la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et ça, c'est important aussi pour le bébé, pour qu'il puisse se créer ce rapport au temps. Et encore mieux, si on lui lit un livre en même temps qu'on lui raconte l'histoire, vu que les livres sont bourrés d'images, l'enfant nous voit tourner les pages et voit tout ce qui défile en fait au fil du temps pendant que l'histoire est racontée. Et ça, c'est important aussi pour lui, pour qu'il puisse justement mettre en place cette temporalité. Avec une tablette tactile, on est dans ce qu'on va appeler un éternel présent, voire une réversibilité permanente. On peut effacer tout ce qu'on vient de faire. Par exemple, vous faites un dessin sur une application dessin sur tablette, vous appuyez sur la corbeille, le dessin disparaît, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Si vous prenez un crayon et que vous faites un dessin sur une feuille, vous avez beau gommer le trait, il y aura toujours une trace qui va rester sur la feuille. Cette trace aussi, elle est importante pour que le bébé puisse comprendre qu'est-ce que le avant, le pendant et le après. Et donc on voit bien que la tablette tactile ne va pas non plus aider l'enfant à pouvoir se créer ces repères temporels qui sont pourtant très importants pour lui. Donc voilà en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'ils soient interactifs ou non interactifs, les écrans en fait avant 3 ans, ils vont quand même éloigner l'enfant de ce qui est le plus important pour lui, c'est interagir avec le monde avec ses 5 sens. Et donc voilà pourquoi il est très important de pouvoir mettre en place toujours avec ces enfants-là une interaction directe avec l'adulte, des jeux, le fait qu'ils puissent s'amuser avec de vrais jouets pour pouvoir développer ces repères corporels, ses repères justement sensorimoteurs, et le fait de lui raconter des histoires pour qu'il puisse développer le plus possible ses repères temporels. Voilà pourquoi on explique qu'avant 3 ans, justement, tout ce qui est écran non interactif, donc télé et DVD, c'est fortement déconseillé. Parce que, comme je l'ai dit, ça n'apporte pas grand-chose. Faut pas croire, ça n'apporte même rien du tout en fait. Faut pas croire tous les mensonges qu'on a pu raconter il y a quelques années, comme par exemple avec la sortie de films, enfin de chaînes de télé comme Baby TV, TV First ou trucs comme ça, qui étaient soi-disant parfaites pour les bébés et tout ça, pour leur développement. Non, ça leur apportait rien. Ces chaînes de télé en fait se basaient sur aucune étude pour dire ça. Le seul truc c'est que par contre, elles avaient de quoi se faire un fric fou parce qu'elles étaient en partenariat avec les magasins de jouets qui vendaient des jouets en rapport avec les dessins animés qui a passé. Donc on voit bien pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça en place. Pareil, hier, j'ai été reçu par quelqu'un pour un envoyé spécial là, sur YouTube Kids. Et en fait, on a remarqué que YouTube Kids, il y a des vidéos qui sont faites pour les moins de 2 ans. Donc on voit bien que ça, non, ça ne leur sert à rien. C'est pas important pour eux. Et on comprend pourquoi. Le but, c'est donc de mettre en avant tout ce qui est jeu, vrai jouet, le fait de raconter des histoires et surtout arrêter d'avoir peur que l'enfant s'ennuie.
Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une époque où c'est de plus en plus mal vu de s'ennuyer. Ça veut dire que l'adulte qui s'ennuie va toujours chercher à prendre quelque chose, à faire quelque chose pour pouvoir occuper l'ennui. J'ai aussi des fois des parents d'ados qui m'emmènent leur gamin en cabinet en me disant écoutez, on est très inquiet parce que à l'école, il a des bonnes notes, il a des copains, à la maison, ça se passe bien avec nous, il est super gentil, mais par contre, il y a des moments où il s'ennuie et donc on est vraiment très inquiet. Alors qu'on sait quand même très bien que l'ennui, on a tous connu ça. Et quand on est enfant et ado, d'ailleurs, c'est un moment qui est assez essentiel parce que c'est un moment qui va permettre de développer plein de choses. Au moment de l'adolescence, justement, c'est les moments d'ennui qui permettent de faire un peu de créativité. Mais surtout, pendant la petite enfance, c'est l'ennui qui permet de développer le plus possible l'imagination et la créativité. Et donc forcément, se servir des écrans comme moyen de pallier l'ennui, ce qui est très utilisé en fait aujourd'hui, ça veut dire j'ai l'impression que mon enfant s'ennuie, donc je vais lui filer une tablette, ou alors je suis persuadé que mon enfant m'ennuie et donc je vais lui filer une tablette, et ça, on voit bien que ça ne fonctionne pas très bien et que ce n'est pas une bonne chose. Et bien évidemment, comme je le disais, si jamais on décide d'utiliser une tablette avec les tout petits, ça peut être intéressant à partir du moment où c'est toujours accompagné, où il y a de l'interaction avec l'adulte et où c'est sur des temps courts. À chaque fois que je finis une tranche d'âge, il y a un petit dessin comme ça que je fais avec des roues crantées pour essayer de montrer l'importance que doivent avoir les écrans dans la vie de l'enfant. Donc là, les écrans, ils existent quand même, parce qu'on ne peut pas faire sans. On ne va pas mettre la télé dans la cave parce qu'on a un gamin qui a moins de 3 ans. Par contre, j'ai voulu faire la roue plus petite, mais le mot écran rentrait plus dedans. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, les écrans doivent avoir le moins de place possible dans la vie de l'enfant et que le but, c'est vraiment de mettre en place le plus possible tout ce qui est jouet, vrai objet en fait, et le fait de lui raconter des histoires. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui se passe maintenant à partir de 3 ans ? À partir de 3 ans, c'est un âge super important dans le développement de l'enfant parce que déjà, c'est le moment où l'enfant va commencer de plus en plus à développer le langage. Ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir commencer à faire des phrases de plus en plus construites, à pouvoir avoir un dialogue avec l'adulte mais aussi avec les autres enfants. Et c'est le moment où il va avoir accès à ce que les psychologues on appelle le symbolique. Donc le symbolique, pour faire très simple, c'est le fait de pouvoir mettre des mots sur les choses, de pouvoir en fait comprendre le second degré et le fait aussi de pouvoir se représenter l'absence. Ça veut dire de comprendre tout bêtement que quand maman elle n'est pas dans la pièce, et maman elle va pouvoir revenir au bout d'un moment. Et ça, c'est vraiment vers 3 ans que les choses-là arrivent. C'est aussi vers cette époque-là qu'on va atteindre ce qu'on appelle le stade de la théorie de l'esprit. Alors si vous voulez savoir facilement ce que c'est que la théorie de l'esprit, il y a un petit exemple simple. En fait, on fait un petit théâtre de marionnettes devant des enfants. Et dans ce petit théâtre de marionnettes, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui va dans la cuisine pour manger sa tablette de chocolat. Et donc, il mange un petit carré et tout ça. Et une fois qu'il a fini, il range la tablette dans le placard de gauche. Et ensuite, il va dans sa chambre pour jouer et tout ça. Et là, sa maman va dans la cuisine et décide de faire un gâteau au chocolat. Et une fois qu'elle a fini le gâteau au chocolat, elle va ranger la tablette dans le placard de droite. Et là, le petit garçon qui est dans sa chambre se dit « Ah bah tiens, je vais retourner dans ma chambre, je vais retourner dans la cuisine, et je vais manger du chocolat. » Et au moment où il arrive dans la cuisine, on arrête la petite pièce de théâtre et on demande aux enfants dans quel placard est-ce qu'il va chercher la tablette de chocolat. À partir du moment où l'enfant a atteint le stade de la théorie de l'esprit, il va être capable de dire « il va chercher dans le placard de gauche parce qu'il ne sait pas que maman l'a mis dans le placard de droite ». La théorie de l'esprit, pour faire simple, c'est le fait de savoir de comprendre que l'autre ne pense pas forcément la même chose que nous et qu'on ne sait pas tous les mêmes choses. Forcément, donc c'est à partir de cette époque-là que l'enfant commence à vraiment faire une différenciation entre soi et autre, et donc c'est le moment où il va aussi développer une intimité, parce que vu que tout le monde ne pense pas tout pareil, il va bien falloir que je me fasse mon petit jardin secret pour pouvoir être tranquille. C'est aussi à ce moment-là que l'enfant commence à développer le plus les jeux de faire semblant, donc on va avoir les enfants qui vont commencer à jouer aux soldats, aux marchands et tout ça, et au moment où justement la créativité commence à être en mode plus. Donc ça veut dire que l'enfant commence de plus en plus à dessiner, à faire de la pâte à modeler, à développer tout ce qui est créatif. Et donc c'est là où déjà ça peut être intéressant comme premier usage des écrans que de leur prêter un appareil photo, parce que justement ça permet aux enfants de faire des photos, ils adorent ça, on sait très bien que les enfants adorent regarder les photos, pouvoir commenter ce qu'ils voient et pouvoir en faire aussi tout simplement. Et justement le but de l'adulte c'est de pouvoir accompagner cette prise de photo en faisant dis donc mais qu'est-ce qu'elle est belle cette photo. Oui, parce que c'est comme avec les dessins, on lui dit jamais ta maison est mal faite, là on lui dit pas ta photo est mal cadrée, on accompagne ça, on est joyeux et tout ça, et en fait ça c'est important aussi pour l'enfant, ça lui permet de comprendre que justement les écrans c'est fait pour être partagé. Et c'est aussi à cet âge-là que l'enfant arrive de plus en plus à faire une distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc déjà, on voit un des premiers intérêts que peuvent avoir les écrans à cet âge-là. C'est justement d'appuyer sur cette distinction entre ce qui se passe dans l'écran et ce qui se passe dans la vraie vie. En fait, ça, on peut comprendre vraiment très vite que les enfants sont capables de la faire, cette distinction.
Par exemple, là, il y a quelques temps, j'étais avec une petite fille de 4 ans, on regardait un dessin animé, et là, dans ce dessin animé, il y a un petit bonhomme qui tombe et qui se blesse. Alors moi, j'exagère la chose, et je suis là, oh mon Dieu, mais c'est horrible, ça va faire mal, il y a du sang partout et tout ça. Et elle me regarde et elle me dit, bah non, calme-toi, c'est qu'un dessin animé, c'est pas pour de vrai. Les enfants à cet âge-là sont capables de faire cette distinction-là, en fait. Bien sûr, il faut quand même appuyer sur cette distinction pour qu'ils puissent bien la comprendre. Parce que, en fait, un truc qu'on a tous remarqué, hein, même sans faire attention, les enfants adorent à cet âge-là les dessins animés où on a des petits animaux qui parlent, par exemple. Pourquoi? Parce que justement, ces animaux qui parlent, comme dans Le Roi Lion, comme dans Zootopia, comme dans je sais pas, eh ben, ils sont quand même suffisamment proches de nous pour qu'on puisse comprendre que la morale de l'histoire peut nous toucher, qu'elle peut nous correspondre, mais ils sont suffisamment éloignés de nous pour pas qu'on se confonde non plus avec eux et pour pas que ça devienne trop angoissant. Si vous mettez un enfant de cet âge-là devant Bambi, il va être triste quand la maman de Bambi se fait tirer dessus. Par contre, si vous mettez cet enfant-là devant un film Bambi avec de vrais acteurs, il va être vachement angoissé à ce moment-là. Parce que justement, c'est plus facile pour lui de faire la distinction entre, justement, il y en a un qui est vraiment dans l'écran et qui n'est pas dans la vraie vie. Ça, c'est quelque chose qui est très important en fait pour eux et sur lequel il faut pouvoir appuyer. On remarque aussi un truc assez intéressant, c'est que les écrans, ils vont développer un truc, c'est ce qu'on appelle la pensée visuospatiale. La pensée visuospatiale, pour faire simple, c'est justement le fait de pouvoir observer des éléments un peu partout et de pouvoir faire, on va dire, un bon résumé de tout ce qu'on voit. Quand vous regardez une chaîne d'information, par exemple, vous avez un présentateur qui est là, qui est en train de vous faire un discours, vous avez en haut à gauche la météo, en haut à droite vous avez la bourse, en bas à gauche vous avez l'heure et en bas à droite vous avez Bison Futé et tout en bas vous avez un bandeau déroulant avec une autre information que ce que dit le présentateur qui passe. Et bien ça, en fait, là, en regardant tout ça, vous arrivez à stimuler votre pensée visuospatiale. Ça veut dire que justement, vous êtes capable de prendre différentes informations dans ce que vous voyez et justement pouvoir comprendre un peu tout ça différemment. Et ça, on voit que les écrans stimulent en fait cette pensée visuospatiale. Ça se voit à tel point que les gens justement de la génération qui ont été exposés aux écrans suffisamment jeunes, quand ils arrivent aujourd'hui dans le monde du travail, ils travaillent beaucoup plus facilement avec plusieurs écrans en simultané, chose qui était moins faite avant. Pourquoi? Parce que justement, c'est devenu une habitude maintenant et que cette pensée visuospatiale a été stimulée en fait dès le plus jeune âge. Et donc ça, déjà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Par contre, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un type d'intelligence qui peine encore un peu à se mettre en place à cette époque-là, c'est l'intelligence narrative. Pour expliquer ça rapidement, je vais vite fait prendre l'exemple des jeux vidéo, parce que je trouve que c'est un peu plus simple pour comprendre ça. Quand on joue à un jeu vidéo, donc je ne sais pas s'il y a des joueurs dans la salle, mais bon, ils se reconnaîtront, hein. Quand on joue à un jeu vidéo, on a deux types d'interactions en fait avec le jeu. On a l'interaction sensorielle, ça veut dire c'est le moment où justement on interagit sans trop vraiment réfléchir, donc on voit une information qui arrive à l'écran, on va cliquer dessus, on va tirer dessus, on va stimuler des émotions entre guillemets primaires comme la peur, la colère, le stress, la joie et tout ça, mais en fait on est vraiment face à son jeu, on ne réfléchit pas trop et puis voilà, on interagit. C'est ce qu'on peut trouver dans des moments par exemple très excitants dans un jeu de combat ou autre. Et on a ensuite un autre type d'interaction qui va être l'interaction narrative. Donc ça c'est le fait de s'intéresser à l'histoire que raconte le jeu. Si jamais le jeu n'a pas d'histoire, s'en imaginer une. C'est aussi le fait de pouvoir prendre suffisamment de recul pour pouvoir élaborer une stratégie en avance. C'est le fait aussi de pouvoir justement s'identifier un peu plus avec son personnage, comprendre ce qu'il pourrait ressentir ou autre, donc son avatar. Et donc en fait, un joueur de jeux vidéo utilise toujours ces deux types d'interactions. Elles sont toujours intriquées. On remarque que chez les joueurs qu'on appelle joueurs pathologiques, donc oui, il y a l'interaction narrative qui disparaît de plus en plus. Et donc nous, c'est notre but en tant que psychologue de la ramener en fait, cette interaction narrative. Sauf que, on voit bien qu'avant 6 ans, justement, l'intelligence narrative a peine un petit peu à se mettre en place. Donc si on revient aux écrans en général et pas seulement les jeux vidéo, on voit que les enfants, c'est difficile pour eux de pouvoir mettre en sens toutes les images qu'ils voient en fait dans un écran. Si vous mettez un enfant devant un dessin animé, comme par exemple La Reine des Neiges, demandez-lui à la fin, raconte-moi un peu l'histoire de ce que tu viens de voir, vous verrez que dans son histoire, il y a plein de blancs et qu'il y a plein d'éléments qui manquent. Mais parce que c'est super compliqué pour lui de mettre du sens sur 1h15 de film. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il va regarder 45 fois La Reine des Neiges. C'est pas seulement parce qu'il sait que ses parents adorent écouter la musique en boucle, c'est aussi parce que plus je le regarde et plus je suis capable de mettre du sens sur les scènes que j'ai vues mais pourtant que je n'avais pas comprises. Mais sauf que, il y a des fois où on n'arrive pas vraiment à mettre de sens quand même sur les images, malgré le fait qu'on les regardait des tonnes et des tonnes de fois. Et c'est là où il va falloir que je fasse un petit aparté pour vous parler d'un truc important qui est la peur face aux images.
et notre relation directe aux images. Par rapport à la peur face aux images, on peut remarquer un truc assez important, c'est qu'il y a deux types de peur qu'on peut ressentir face aux images. Et ça ne concerne pas que les petits, ça concerne aussi les grands. On va parler de peur structurante et de peur déstructurante. Donc quelle est la différence? Une peur structurante, c'est une peur justement que vous ressentez face à une image qui fait peur. C'est quelque chose qu'on a tous ressenti quand on regarde un film d'horreur, quand on regarde un film angoissant, un thriller ou autre. C'est justement cette petite montée d'adrénaline et tout ça, mais en tout cas qui peut être retravaillée. On peut comprendre, on peut mettre du sens sur ce qu'on est en train de travailler. La peur déstructurante, c'est cette peur justement qu'on n'arrive pas à comprendre et sur laquelle on n'arrive pas à mettre de sens et qui va revenir en boucle toujours chez nous. Pour comprendre ça, on peut dire la peur structurante, c'est le gars qui vous sort à chaque fois que je regarde Psychose d'Hitchcock, j'ai peur, et celui qui vous dit à chaque fois que je regarde Psychose, enfin depuis que j'ai regardé Psychose, je peux plus prendre ma douche. Ça, c'est une peur déstructurante. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que la peur déstructurante sont des choses qui arrivent assez souvent dans l'enfance. Par exemple, ça m'est arrivé une fois de tomber sur un enfant qui, à 7 ans, me disait quand j'avais 4 ans, je suis tombé sur le film Jurassic Park et j'ai eu très peur. Et en fait, j'osais plus sortir de chez moi parce que j'avais peur de me faire manger par un dinosaure. À 4 ans, c'est une angoisse assez normale, quoi, après un film comme ça. Mais sauf que là, justement, c'était une angoisse diurne, ça veut dire ces angoisses qui reviennent en boucle et comme ça, qui venaient du fait qu'il avait été confronté à une peur déstructurante. Sauf qu'il me sort après, mais du coup j'en ai parlé à ma maman. Et ma maman m'a raconté un peu justement ce qui se passait en fait dans le film. Elle m'a raconté que les dinosaures en fait ça n'existait plus, que ça existait avant mais plus maintenant. Et elle m'a montré aussi comment les dinosaures étaient faits dans le film, que c'était des robots ou des images de synthèse. Maintenant j'ai plus peur du tout et même c'est mon film préféré. Et là en fait on voit que en mettant du sens sur les images, la mère a pu transformer cette peur déstructurante en une peur structurante. Et donc forcément, alors oui, l'enfant à mon avis a toujours peur dans la scène où le dinosaure mange le gars dans les toilettes, parce que c'est quand même une peur c'est un truc assez effrayant quoi. Mais en tout cas, pourquoi c'est devenu son film préféré? Parce qu'il a réussi à surpasser cette peur déstructurante qui faisait que l'angoisse revenait constamment en fait à chaque fois. Et ça, en fait, quand vous parlez avec des enfants, vous remarquerez que des cauchemars dus aux images, il y en a énormément. Et ça, en fait, ces cauchemars-là, ça peut être dû à des peurs déstructurantes. Et ça, en fait, on le remarque avec plein de choses. Par exemple, j'interviens pas mal dans les écoles auprès des jeunes pour faire de la prévention sur justement l'impact des images. Et à partir de 7 ans, donc vers le CE1, j'ai toujours plusieurs enfants par classe qui ont été confrontés à la pornographie. Et ça, c'est un truc aujourd'hui qui, voilà, faut savoir qu'à partir de CE1, on commence à parler de pornographie. Et il n'y en a jamais qu'un seul, il y en a toujours plusieurs. Pourquoi? Parce que quand on a 7 ans et qu'on tombe sur des images pornographiques, vous vous doutez que ça fait un peu quelque chose. Ça nous impressionne un peu, ça nous choque, ça nous fait peur. Et sauf que on ne va pas en parler à ses parents parce qu'on sait très bien qu'on va se faire engueuler. On ne va pas en parler à ses profs parce qu'on sait très bien que les parents vont le savoir et qu'on va se faire engueuler. On peut se permettre de le raconter au psychologue qui vient de Paris parce qu'on sait que dans une heure il se casse et qu'il n'aura pas le temps d'en parler à nos parents. Et donc c'est pour ça que les enfants, généralement, ils sont un peu plus bavards avec moi à ce niveau-là. Et sauf que vu qu'on peut en parler avec personne, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'école et puis on va le montrer à nos copains. Parce que au moins, soit nos copains ils vont pouvoir nous expliquer ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas compris, mais généralement c'est surtout parce que ça m'a tellement angoissé ce que j'ai vu que je vais le montrer à mes copains et si ça les angoisse, ça prouvera que je suis bien normal. Et donc ça, c'est justement ce genre de choses qui font que des fois on a du contenu qui se partage de manière assez virale auprès des jeunes. Si par exemple vous avez déjà interagi avec des jeunes qui sont aux alentours du CM2 ou de la 6e, vous avez peut-être entendu parler de cette mode des clowns tueurs. La mode des clowns tueurs, c'est exactement ça en fait. Il y a quelques années, c'est un truc qui a explosé. C'est les jeunes qui étaient persuadés qu'il y avait des gens qui s'habillaient en clown et qui allaient tuer des gens dans la rue. C'était dû à des vidéos qui tournaient sur YouTube. Et en fait, ça, c'était des choses qui angoissaient pas mal les jeunes et donc qui le montraient à leurs copains pour pouvoir voir si ça les faisait angoisser aussi. Et ça, c'est justement le fait de pouvoir mettre de la narration en fait dans les écrans qui leur manque. Et donc, comment on fait ça? À cet âge-là, avant 6 ans, le but c'est d'être avec l'enfant et de l'accompagner dans son usage des écrans. Ça veut dire qu'on se met à côté de lui quand il regarde l'écran et on commente les images qui se passent. Et donc par exemple, là on fait des oh là là, mais il a l'air en colère ce personnage. En même temps c'est normal parce que sa maman l'a grondé. En même temps si sa maman l'a grondé, c'est parce qu'il a fait une grosse bêtise aussi. Là on voit que l'enfant il adore ça. Il interagit avec l'adulte, il rigole, ça le fait rire parce que déjà il y a un jeu à deux qui se passe entre l'adulte et l'enfant et parce que l'adulte met du sens sur les images qu'il est en train de voir. Et le but, c'est aussi de stimuler le plus en plus l'enfant pour qu'il puisse lui-même mettre du sens au fil du temps sur ces images. Donc par exemple, on lui fait « il se sent comment ce personnage? Ah, il est en colère, mais pourquoi il est en colère? Ah, c'est parce que sa maman l'a grondé. » Et on continue comme ça. Alors bien évidemment, quand on est face à un enfant de 9-10 ans, on va pas faire « il est en colère ce personnage !» Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on a pu
en fait, stimuler l'enfant pour qu'il puisse comprendre que s'il tombe sur des images qu'il n'a pas comprises, eh ben, il va pouvoir venir voir un adulte pour lui dire « j'ai très peur depuis que j'ai vu ça, j'ai pas compris, est-ce qu'on peut en parler s'il te plaît ?» Et donc ensuite, le but, ça va être de pouvoir accompagner ça. Et donc ça, ce qui est important, c'est que c'est aussi du rôle du parent, mais tout accompagnant, on a aussi ce rôle-là quand justement on parle avec les enfants, de leur poser des questions un peu sur ce qu'ils consomment en fait dans les écrans et de voir s'ils sont capables de tout mettre en sens. Parce que quand le sens manque, eh ben, c'est là où justement les plus grosses angoisses ressortent. Et donc c'est là où ça peut revenir sous forme de cauchemar, ça peut revenir sous forme d'angoisse diurne, comme je disais. Et c'est très important pour nous de pouvoir remettre tout ça en sens pour éviter que ça ressorte. On remarque aussi un truc quand même, c'est qu'à cet âge-là, il y a à peu près 80% des programmes qui ne sont pas adaptés à la télévision pour les enfants de moins de 6 ans. Donc ce qui est énorme. Donc forcément, laisser l'enfant seul à la maison avec une télécommande, c'est pas très recommandé. L'exemple le plus marquant, c'est le journal de 20 heures. Je pense qu'on est tous conscients que... De quoi? Non. Ah, j'ai cru que ça allait parler, pardon. Le journal de 20 heures, c'est l'exemple le plus marquant. Hein. Vous êtes peut-être déjà tombé sur ces images-là. Par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo, on a eu la vidéo du policier qui s'est fait tirer dessus dans la rue. Après les attentats de Nice, il y a aussi France 2 qui avait interviewé un mec à côté du cadavre de sa femme. Enfin voilà, donc on a quand même des images qui sont choquantes pour ce genre d'enfants, pour les enfants de cet âge-là. Et donc c'est très important aussi de faire en sorte d'éviter que l'enfant tombe dessus. Si jamais l'enfant est tombé dessus, eh ben, le truc à ne pas faire, c'est couper la télé et zapper sans rien dire. Il faut faire un accompagnement là aussi. Et donc partager avec l'enfant du sens sur les images qui ont été mises. Et pas seulement du sens, mais aussi de l'émotion. Parce que l'enfant, quand il tombe sur des images, il a besoin aussi d'exprimer les émotions qu'il ressent face à ces images. Donc de pouvoir dire « ça m'a fait peur, ça m'a mis en colère, j'étais content » et tout ça. Chose que nous, adultes, on fait quasiment jamais. Et on fait encore moins quand on regarde un programme pour enfants. Parce qu'on dit toujours « c'est totalement idiot, de toute façon je vais rien dire parce que je ressens rien face à ça ». Mais sauf que c'est très important pour l'enfant de pouvoir exprimer ça. Et quand l'enfant voit que l'adulte ne le fait pas, eh ben, il ne va pas vouloir le faire non plus parce qu'il pense que les grands ne le font pas, donc il va falloir faire comme les grands. Donc c'est important aussi pour les enfants qu'on puisse nous-mêmes aussi partager ce qu'on a ressenti. Donc par exemple, quand on parle avec eux à l'école des images qu'il y a pu avoir dans les attentats, parce qu'on sait que ça a été parlé, que ça a été vu à la maison, c'est important aussi que l'adulte soit capable de dire « ça m'a fait peur et puis j'ai pas tout compris ce qui s'est passé ». Parce que ça permet à l'enfant aussi de s'ouvrir et lui aussi de pouvoir le dire. Il y a aussi la question de la difficulté à réguler le temps en fait, sur les écrans. Ça, c'est une question qu'on pose beaucoup aussi à chaque fois. Donc ça, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est plus pour les parents. Là, vous pouvez pas gérer le temps d'écran à la maison. Mais en tout cas, en fait, il y a beaucoup de parents qui disent à chaque fois que j'éteins l'écran, j'ai droit à un enfant qui boude ou un enfant qui fait une crise, ça crie, ça hurle, ça se tape la tête contre les murs, ça m'éclate la télécommande sur la tête, enfin voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, en fait, il y a plusieurs choses déjà qui sont à prendre en compte. Par exemple, la première, c'est comment est-ce qu'on arrête l'écran auprès de l'enfant. Parce que si on arrive d'un coup comme ça auprès de l'enfant et qu'on lui dit « c'est bon, tu as assez regardé », on coupe la télé et on lui dit « tu commenceras demain », là, des fois, ça peut énerver l'enfant. Imaginez, vous êtes en train de vous faire un marathon Seigneur des Anneaux. Vous en avez pour à peu près 9 heures de film. Vous en êtes à la 8e heure et il y a l'enfant qui arrive et qui coupe la télé en disant « c'est bon, tu as assez regardé ». Vous êtes vachement frustré. Vous avez bien envie de voir la fin. Eh bien, quand vous êtes un enfant, c'est la même chose déjà. Donc, sauf que l'avantage, c'est que l'enfant, lui, ses dessins animés, ils durent que 10-15 minutes. Mais en tout cas, c'est important d'attendre aussi la fin du programme de l'enfant pour qu'il puisse aussi mettre en sens ce qu'il est en train de regarder. Et ça, c'est important pour lui. Par exemple, j'ai déjà reçu des collégiens qui avaient des gros problèmes avec les notions de justice. Dans le sens où, à chaque fois, tout était injuste. Ils ne comprenaient pas ce que c'était que la justice. Ça se ressentait aussi bien dans leur comportement à l'école, en classe, dans la cour, mais aussi dans leur rédaction et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, on a compris un truc, c'est que justement, ces jeunes-là, ils étaient habitués à regarder les programmes d'après le journal de 20 heures avec leurs parents. Donc c'était généralement des programmes policiers. Et sauf qu'arrivé au moment de la coupure pub, les parents leur disaient « allez, au lit ». Et sauf qu'eux, ils n'avaient jamais pu regarder la fin du programme et le méchant, il se fait toujours punir à la fin. Donc en fait, ils avaient tellement été habitués à voir le méchant gagner que pour eux, c'est comme ça que ça marchait. Et donc ça, c'est aussi important de comprendre qu'il faut attendre quand même la fin du programme, c'est très important pour l'enfant. Et autre chose qui est importante, c'est pouvoir aussi prévenir en avance pour cadrer l'usage des écrans. Dans le sens, bien lui expliquer que tu as droit à tant de temps d'écran et il va falloir faire comme ça, quoi. Et donc, bien sûr, avec un enfant qui a moins de 6 ans, lui dire tu as droit à 3/4 d'heure d'écran, c'est un peu compliqué parce que pour lui, 45 minutes, c'est un peu compliqué à comprendre. Et donc, arrivé au bout des 45 minutes, il n'aura pas vu le temps passer et il va être frustré.
Par contre, si on lui dit, par exemple, tiens, petit ours brun, ça dure 15 minutes, on lui dit, tu as droit à 3 petits ours bruns, et arrivé au 3e, généralement, il va faire aller stopper un 4e, un 5e, mais ça c'est très bien, ça veut dire qu'il a compris que c'était le dernier. Donc ça veut dire que son rapport au temps, il était déjà fixé. Après, à l'adulte de voir si on accepte ou pas la négociation, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, on voit bien que ça c'est important pour que l'enfant puisse se fixer des rapports dans le temps. Et en fait, ça c'est important parce que au fil du temps, on va faire en sorte que l'enfant puis l'ado puisse réguler en avance son temps d'écran. Alors bien sûr, l'ado, on ne va pas lui dire tu as droit à 3 petits ours bruns, mais en fait, on va demander à l'ado, par exemple, combien de temps d'écran toi tu aimerais avoir. Alors le cliché, c'est l'ado qui dit moi j'aimerais bien 15 heures par jour, là où le parent dit moi j'aimerais bien que tu aies 10 minutes par jour. Mais sauf qu'il faut réussir un peu à casser ce cliché et se dire que le but, ça va être que l'ado puisse nous expliquer en fait pourquoi est-ce qu'il a envie de tant de temps d'écran. Et donc ça, s'intéresser à qu'est-ce que fait l'ado avec ses écrans. Par exemple, il peut très bien nous dire, moi le jeu auquel je joue, une partie ça dure 45 minutes, donc si je fais 2 parties ça va durer 1h30 et après j'aimerais bien avoir une petite demi-heure pour regarder des vidéos sur YouTube, donc ça fait 2 heures d'écran en tout. Et ça c'est pas mal parce que justement ça lui permet d'expliquer en avance ce qu'il va vouloir faire, de pouvoir faire un compromis avec ses parents pour voir si tout le monde est d'accord et de pouvoir fixer ce temps en avance. Et c'est important parce que ça permet aussi aux jeunes, à l'ado, de pouvoir cadrer en avance et savoir ce qu'il va pouvoir faire. Et en fait, on remarque aussi que les ados qui sont capables eux-mêmes de s'autoréguler dans leur rapport aux écrans, sont également capables de mieux s'autoréguler dans leur rapport au travail et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir stimuler aussi. Autre point aussi qui est important dans l'accompagnement face au sens qu'on met sur les images, c'est que il faut aussi se dire un truc, c'est que les images peuvent avoir un impact même si on essaie de les nier totalement. J'ai reçu une fois une patiente qui était donc une jeune adulte qui me racontait que quand elle était plus jeune, elle avait vu avec ses parents le film Jeanne d'Arc de Luc Besson et dans le film Jeanne d'Arc, à un moment, il y a une scène de viol. Et sauf qu'arrivé au moment de la scène de viol, les parents lui ont dit « tu sors de la pièce et on te rappelle dès que c'est fini ». Et sauf qu'elle, elle a été traumatisée par cette scène de viol qu'elle n'avait même pas vue. Parce qu'elle n'était pas bête, elle savait très bien qu'il allait y avoir une scène de viol et donc il n'y avait pas eu d'accompagnement, il y a juste eu un déni total en fait de la scène. Et donc cette scène revenait en boucle dans sa tête alors qu'elle l'avait même pas vue. Et c'est là où on voit que c'est très important pour l'adulte d'accompagner en fait les images que l'enfant voit plutôt que de faire comme si elles n'existaient pas parce que justement c'est là où toutes les angoisses peuvent surgir absolument. Voilà pourquoi, avant 6 ans, c'est important d'établir des règles claires sur le temps d'écran. Faire en sorte que l'enfant puisse y réfléchir en avance, puisse comprendre que c'est tant de temps par jour, c'est à telle heure, c'est entre telle et telle heure ou des choses comme ça. Et faire en sorte que les écrans soient dans la pièce commune. Parce que le but, c'est vraiment que les enfants comprennent que les écrans, c'est fait pour être partagés. Si c'est dans une pièce commune, on va pouvoir être assis à plusieurs devant un écran, on va pouvoir discuter de ce qui se passe. Si l'enfant a un écran dans la chambre, forcément, on ne va pas pouvoir vraiment contrôler ce qu'il regarde et ça risque d'être compliqué s'il tombe sur des images qui ne sont pas adaptées à son âge. Aussi, truc auquel il faut pouvoir penser, c'est que quand par exemple on est dans une école et qu'on fait des ateliers en salle informatique ou autre, c'est beaucoup plus intéressant de mettre plusieurs jeunes sur un seul écran qu'un par écran. Parce que justement, ça pousse à l'interaction autour des écrans et ça leur apprend de plus en plus à comprendre que les écrans c'est fait pour être partagés. Et ça, j'en parlerai un peu après. Il faut aussi comprendre que bien évidemment les programmes doivent être adaptés à l'âge de l'enfant et adaptés aussi à son niveau émotionnel parce qu'on n'a pas tous le même rapport aux images. Et ça, même nous les adultes, ça nous touche aussi. Par exemple, dans cette salle, qui a déjà vu le film Titanic? Qui a déjà pleuré devant Titanic? Voilà. Pourtant, c'est normal de pleurer. Il y a de la place pour 2 sur cette planche. Normalement, ça devrait être possible. Mais on voit bien qu'on n'a pas tous le même rapport en fait face aux images à ce niveau-là. On n'est pas tous à avoir envie de pleurer dans un film au même moment. On n'est pas tous à avoir peur au même moment dans un film. Par exemple, un papa me racontait une fois une histoire, donc c'était il n'y a pas longtemps. Il est allé au cinéma avec ses 2 enfants, un de 5 ans et un de 8 ans. Ils sont allés voir Coco, le dernier Pixar, qui est très bien d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Et en fait, il me racontait, il y en a un, celui de 5 ans, qui a angoissé à fond quand il a vu les personnages en squelette, et celui du temps qui a angoissé au moment où le petit garçon se mettait à disparaître. Pourquoi? Parce que 8 ans, c'est l'âge où on commence à se poser des questions sur la mort. Donc le petit enfant, en fait, a vu le personnage en train de mourir, ça l'a fait super angoisser. Là où le petit de 5 ans, lui, il en avait rien à faire parce qu'il ne se posait pas de questions sur ça, en fait, à ce moment-là. Donc on voit qu'en fonction de notre âge, déjà, on a un rapport différent avec les images qu'on va voir. Mais aussi en fonction de notre histoire subjective. Parce que justement, pourquoi est-ce que tout le monde ne pleure pas devant Titanic? C'est parce que y a des fois des personnes qui vont être touchées plus par des images que par d'autres. Si on a un enfant qui a perdu son père il y a 3 semaines, on le met devant le roi lion, ça va être très difficile pour lui de voir la scène de la mort de Mufasa, par exemple. Donc ça, c'est important aussi de se dire que
quand on pense à regarder des programmes adaptés aux écrans, et ben c'est pas seulement adapté dans le sens est-ce que c'est un film qui est tout public, c'est aussi est-ce que l'enfant risque pas de rebondir face à une image qui va être trop émotionnelle pour lui. Et il faut aussi comprendre que, comme je disais, le plus important c'est toujours mettre du sens sur les images. Donc ça veut dire toujours parler et accompagner par la parole ce que l'enfant va pouvoir voir à travers les écrans. Passons maintenant à 6 ans. À partir de 6 ans, je vais surtout m'attarder sur la question des jeux vidéo, parce que c'est là où on voit de plus de choses qui vont se mettre en place avec les jeux vidéo, et surtout au niveau des capacités cérébrales, on va dire. Parce que les jeux vidéo vont stimuler pas mal de capacités chez les jeunes joueurs, et particulièrement des capacités comme celle de concentration. Parce que, oui, contrairement à ce que beaucoup d'anti-jeux vidéo pensent, quand on joue à un jeu vidéo, on a intérêt à être concentré sur notre partie pour pouvoir gagner. Et donc, on remarque que les joueurs de jeux vidéo stimulent justement leur capacité de concentration. Pareil pour aussi les capacités d'innovation. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les jeux qui sont très utilisés par les jeunes, majoritairement les Sims et Minecraft. Donc, qui sont des jeux qui stimulent totalement justement l'innovation, le fait de pouvoir créer à partir de rien. Et donc ça, c'est aussi une très bonne chose pour ces jeunes-là. On a aussi la décision rapide. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les jeux plus type d'action, où justement, on doit réfléchir très rapidement à une action qu'on va devoir faire. Et ça, on voit aussi que c'est stimulé chez les joueurs. Et enfin, la résolution collective des problèmes. Pour faire simple, on peut revenir sur une phrase qui avait été prononcée par Winnicott dans les années 50. Winnicott disait « Un jeu, ça ne se joue jamais seul ». Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, un jeu, ça ne se joue jamais seul, c'est dans le sens où, quand on joue à un jeu vidéo, on partage forcément avec les autres. Soit on joue à plusieurs devant un écran, ou à plusieurs en réseau, n'importe, mais même si on joue seul, on joue toujours pour partager avec d'autres notre expérience. Généralement, quand on est à l'école, ce qu'on fait, c'est qu'on parle du jeu auquel on a joué. Pourquoi est-ce que les jeunes veulent tous jouer au même jeu vidéo? C'est parce que justement, si mes copains y jouent, moi je vais vouloir y jouer aussi pour partager les informations avec eux. Et on va pouvoir discuter de qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, comment est-ce qu'on fait pour avancer, là où je suis bloqué, comment est-ce qu'il peut m'aider et tout ça. Et ça, c'est des choses qui vont pouvoir être stimulées chez les jeunes. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de capacités, comme aussi la stratégie, la coopération et tout ça, qui sont stimulées chez les joueurs, donc ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, bien évidemment, il y a aussi des dangers à l'usage des écrans à cet âge-là. Et déjà, la question de la violence des images dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là, en haut, je vous ai mis les normes PEGI, mais je pense que vous savez tous ce que c'est que les normes PEGI. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas seulement se renseigner sur les normes PEGI en elles-mêmes. Parce que, bien évidemment, quand on voit des enfants de 8 ans qui jouent à GTA, on peut se dire quand même, les parents auraient pu remarquer que c'était un jeu interdit aux moins de 18 ans. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont à prendre en compte. Le fait que, comme je disais déjà, on n'est pas tous impactés de la même manière face aux images. C'est d'ailleurs pour ça que certains ados vous disent « Oui, mais c'est bon, c'est un jeu interdit aux moins de 18 ans, d'accord, j'ai 15 ans, mais je peux très bien y jouer, ça me fait pas peur. » Et en soi, il a peut-être pas forcément tort. Il y a des jeunes qui peuvent largement jouer à des jeux interdits aux moins de 16-18 ans alors qu'ils n'ont pas l'âge, mais qui ne vont pas être effrayés. Mais par contre, ça peut arriver que si. Il y a certains jeux qui sont interdits aux moins de 16 ans ou 18 ans pour une bonne raison aussi. Et c'est là où on ne peut pas seulement se renseigner sur les normes PEGI, mais il faut aussi se renseigner sur quelles sont les images proposées par le jeu vidéo, de quoi ça parle et en quoi est-ce que ça peut choquer cet enfant. Et donc là aussi, c'est important de pouvoir en parler avec l'enfant pour savoir quel sens il met sur les images, pour savoir justement est-ce que, oui ou non, il va être choqué par ces images ou alors il a été choqué par les images auxquelles il a été confronté. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Si on parle aussi de la question Internet, parce que tout à l'heure je le disais, nous ce qu'on conseille c'est pas l'Internet en navigation solitaire avant 9 ans. Pourquoi? Parce que bien sûr si l'enfant il veut aller voir son épisode de Peppa Pig et que c'est pas à la télé en ce moment, on peut très bien le mettre devant YouTube, devant un Peppa Pig, là on n'est pas sur Internet en navigation solitaire. La navigation solitaire c'est le fait vraiment de pouvoir naviguer tout seul avec sa souris et de cliquer sur les liens qu'on veut. On l'a tous fait au moins une fois sur YouTube et on sait très bien qu'on arrive des fois sur des vidéos qui sont assez bizarres. Et donc ça pour les enfants c'est pas forcément conseillé parce que déjà on voit qu'avant 9 ans c'est un peu compliqué pour un enfant de faire la différence entre ce qui est intime et ce qui est public. Et ça, on peut le remarquer assez rapidement. Quand vous allez sur YouTube et que vous regardez des vidéos qui plaisent aux enfants à peu près entre 7 et 9 ans, vous regardez par exemple du Squeezie, lisez les commentaires qui sont sous la vidéo et vous verrez quand même que les commentaires écrits par les enfants de moins de 19 ans, de 10 ou 9 ans, pas de 19 ans, vous les reconnaissez facilement. C'est moi je suis chez mon papa, tiens, moi j'ai écrit depuis machin, ou je pars en vacances, machin. Et en fait, parce que pourquoi est-ce que nous, ça nous fait rire? Pourquoi on trouve ça un peu ridicule?
parce que les enfants nous parlent totalement de leur intimité sur un lieu totalement public. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas en fait qu'il y a une différence entre intime et public. J'ai déjà trouvé des enfants qui à 7 ans avaient leur propre chaîne YouTube, et quand je leur disais bah dis donc c'est un peu jeune quand même, tu sais, enfin là ce soir je peux très bien rentrer chez moi et me connecter, voir ta vidéo et lui mettre un pouce rouge et un commentaire très méchant. Et ben l'enfant me disait bah non tu peux pas, t'es pas mon copain, parce que en fait à cet âge-là on n'arrive vraiment pas à faire bien cette distinction-là, et donc on peut très bien mettre des choses sur le net qui sont pourtant totalement de l'ordre de notre intimité. Et ça c'est important quand même de pouvoir les protéger de ça, parce que ça peut ensuite conduire à des grosses dérives au niveau par exemple du cyberharcèlement dont je parlerai après. Et il y a un autre truc aussi, c'est la notion de point de vue. La notion de point de vue, pour faire simple, si aujourd'hui vous avez envie de vous intéresser par exemple au mouvement de la grève des cheminots, vous savez très bien que si vous achetez Marianne et si vous achetez Les Échos ou Le Figaro, vous n'allez pas avoir le même avis sur la question, et que vous allez devoir vous former votre propre avis en fonction de ce que vous avez lu un peu partout. Un enfant avant 9 ans, lui, il prend tout ce qu'il entend pour vérité générale en fait. Il ne cherche pas à comprendre que chacun peut avoir un point de vue différent sur la question. Je pense que vous êtes tous assez conscients de ce que c'est qu'Internet pour comprendre que quand on prend tout pour une vérité générale, ça peut être un peu compliqué. Voilà aussi pourquoi on conseille pas d'Internet avant 9 ans. Par contre, ce qu'on conseille quand même, c'est d'expliquer un peu ce genre de règles aussi aux enfants avant qu'ils puissent aller sur Internet. Parce que quand un enfant va sortir pour la première fois dans la rue, on lui explique quand même, fais attention, tu sais, quand tu vas devoir traverser la rue, il va falloir que tu regardes à droite et à gauche, il faut que tu me tiennes la main aussi, on ne se lâche pas et tout ça. Et avant même qu'il puisse y aller, on lui apprend les règles. Et pour Internet, c'est la même chose. C'est important aussi de lui apprendre les règles de prévention de justement Internet pour éviter qu'il tombe dans des pièges de manipulation, on va dire, qu'il peut y avoir sur le net. Voilà pourquoi on conseille pas Internet en navigation solitaire avant 9 ans. On conseille de respecter l'âge indiqué sur les programmes, mais comme je dis, ça peut des fois, oui, il y a des enfants qui peuvent jouer à des jeux qui sont à RPGI un peu plus élevé, mais pas tout le temps, donc il faut se renseigner aussi, ça dépend de l'enfant. Il y a aussi des enfants qui peuvent être choqués par des films qui sont pourtant adaptés à leur âge, donc ça, comme je disais, ça dépend aussi de l'histoire personnelle de l'enfant, et c'est là où c'est important de pouvoir justement s'intéresser un peu à qu'est-ce qu'il y a comme image dans ce jeu, dans ce film ou autre, et de pouvoir en parler avec lui. Il faut déjà commencer à parler de l'intimité et du droit à l'image, choses qui vont être très importantes dans son usage du net. Et par rapport au droit à l'image, il faut aussi se rendre compte d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de parents qui mettent des photos de leurs enfants sur les réseaux très jeunes, tous les jours, et qui sont très contents, mais qui ne demandent pas l'autorisation en fait à leurs enfants. Quand vous êtes un gamin et que depuis votre plus jeune âge, vous avez votre photo qui circule sur les réseaux et qui est mise comme ça sans qu'on vous ait demandé si vous êtes d'accord, c'est normal qu'une fois que vous tombiez à l'adolescence, vous mettiez votre photo comme ça sur le net sans réfléchir, et que vous mettiez aussi la photo des autres, parce que en fait on vous a jamais appris ce que c'était que le droit à l'image. Donc je ne dis pas aux parents qu'il faut arrêter de mettre la photo de leurs enfants sur le net, je dis juste que il faut faire comprendre en fait aux parents que c'est important de pouvoir demander à l'enfant aussi si oui ou non il est d'accord pour que sa photo circule sur les réseaux, et accepter le truc très difficile qui est d'avoir un ado qui nous dit non, j'ai pas envie qu'on me voit avec toi sur Internet. Et ça c'est important parce que l'enfant il a droit à son image, et donc il a le droit de dire oui ou non en fonction de ça. Et ça c'est important pour lui pour plus tard. Et c'est aussi à cet âge-là qu'il commence à devenir intéressant de pouvoir stimuler l'usage créatif et imaginatif des jeux vidéo et des écrans en général. Ça veut dire c'est le moment où l'enfant va pouvoir commencer à faire plein de trucs avec les écrans. Je parlais par exemple du fait de prêter à l'enfant qui a entre 3 et 6 ans l'appareil photo pour qu'il fasse des photos. Et là, entre 6 et 9 ans, c'est intéressant aussi de lui permettre de faire des petits montages photos. Par exemple avec des logiciels comme Paint, ou alors avec des applications comme Comic Strips qui permet de transformer nos photos en bulles de bande dessinée, en cases de bande dessinée. Ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes pour les enfants. C'est aussi là où, par exemple, le logiciel Scratch commence à devenir intéressant. Scratch qui est pas mal utilisé aujourd'hui dans pas mal de collèges et écoles primaires, qui en fait apprend les bases de la programmation aux jeunes. Et ça, c'est très important en fait pour les jeunes parce que, et à la fois, ça stimule leur capacité, on va dire, de logique, d'intention d'action et tout ça, mais également parce que ça leur permet de comprendre comment fonctionne un programme, et donc qu'il y a toujours quelqu'un derrière, qui a de la subjectivité derrière, et ça leur permet d'éviter de tomber face à un tout-puissant site internet ou autre. Ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne en fait, ce genre de choses. Et donc ça, c'est important pour eux. Et enfin, je le répéterai encore jamais assez, toujours parler de ce qui se passe dans les écrans et faire parler les jeunes de ce qu'ils voient dans les écrans. À partir de 9 ans maintenant, l'enfant découvre Internet. L'enfant commence à avoir le droit d'aller sur Internet, de faire de la navigation et tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? C'est le moment où l'enfant, vu qu'il découvre Internet, il découvre aussi les jeux en réseau. Et donc ça, le jeu qui explose le plus à cet âge-là, c'est Clash of Clans.
Et donc, pourquoi Clash of Clans? Parce que c'est le meilleur moyen pour discuter avec ses copains à la sortie de l'école, parce qu'on est tous dans le même clan et tout ça, mais ça j'en parlerai un petit peu après. Et c'est aussi le moment où forcément, c'est les premières demandes pour posséder un téléphone portable. Et donc ça, c'est aussi important de comprendre qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge minimum ou maximum pour avoir un téléphone portable. Ce qu'il faut, c'est pouvoir justifier l'utilité de ce téléphone, mais pouvoir l'expliquer en avance à l'enfant. Par exemple, une fois, une maman me racontait que sa petite fille, qui avait à peu près 9 ans, lui a demandé justement un smartphone. Et la maman lui a dit, écoute, quand tu rentreras au collège, tu auras 10 ans et demi, et tu vas pouvoir rentrer à pied de l'école. Et donc, on va te demander, on va t'offrir un téléphone portable, comme ça, tu pourras nous appeler si jamais il y a un souci sur le retour du collège. La petite fille a très bien compris, elle a sorti un calendrier et tous les jours, elle cochait jusqu'à ce qu'arrive le jour fatidique où elle allait avoir son téléphone portable. Heureusement, les parents ont respecté leurs paroles et lui ont quand même filé au bout de la 360e croix son téléphone portable. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au moment où elle a eu son téléphone, elle savait déjà d'avance qu'est-ce qu'elle allait installer dessus, quel numéro elle allait rentrer et à quelle copine elle allait envoyer des textos pour dire « ça y est, j'ai un téléphone ». Et donc en fait, elle avait pu préparer en avance l'usage du téléphone qu'elle allait avoir. Et ça, c'est très intéressant en fait pour l'enfant, parce que ça lui permet de réfléchir en avance, tout comme je parlais par exemple du temps d'écran la dernière fois, mais aussi de pouvoir justement en parler avec les autres, essayer de comprendre un peu quels étaient les intérêts, qu'est-ce que je peux en faire et tout ça, et justement de ne pas tomber face à cet outil technologique assez compliqué sans vraiment savoir quoi faire et tout ça. Et donc c'est même un pré-accompagnement, ce qui est très important pour eux. Maintenant que l'enfant peut aller sur Internet, c'est très important de lui faire comprendre, et ça c'est vraiment un travail à faire aussi bien du côté des parents que de tous les accompagnants, une bonne distinction entre qu'est-ce qui est intime, qu'est-ce qui est public et qu'est-ce que le droit à l'image. Et pour ça, il y a 3 règles qui sont essentielles à faire comprendre aux enfants, aux ados et aux adultes sur, on va dire, l'usage d'Internet. La première règle, c'est tout ce qu'on met sur Internet peut tomber dans le domaine public. Donc ça, c'est un truc que on oublie assez généralement. Si vous mettez une photo de vous en bikini sur la plage, rien ne dit qu'il n'y a pas un de vos potes Facebook qui va prendre la photo, la mettre sur son propre profil, qu'un autre de ses amis va prendre la photo et la mettre sur son propre profil, et que dans 6 mois, on ait votre photo qui apparaît sur le Facebook du pape, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. On peut très bien récupérer vos informations sur Internet et se les approprier et les mettre dans l'espace public comme ça. Il y a eu une affaire d'une jeune américaine, par exemple, qui s'appelait Kelly Slaughter, je crois, qui était donc une jeune fille qui avait fait une vidéo où elle s'énervait contre des jeunes et tout ça par rapport à un forum où elle était. Et à la base, sa vidéo était censée juste s'adresser aux jeunes du site à qui elle s'adressait. Donc en fait, elle pensait qu'elle allait rester dans un cercle assez intime. Et finalement, il y a des gens du forum 4chan qui sont tombés dessus. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un forum, on va dire, assez puissant et assez troll. Et donc, la vidéo a été partagée de manière virale, elle a été vue des millions et des millions de fois, et la jeune fille a eu droit à un énorme harcèlement avec justement des coups de téléphone, avec des insultes, avec des menaces de mort et tout ça, ce qui a failli conduire à une tentative de suicide. Donc on voit que quand on met quelque chose sur le net, ça peut très souvent justement retomber, et même quelques années plus tard. Et ça, on a bien vu ça avec aussi l'entrée de certains dans le monde du travail, avec justement les patrons qui allaient chercher sur les réseaux sociaux pour voir s'il n'y avait pas de photos compromettantes ou autres. Ce sont des choses qui peuvent arriver et il faut faire attention à ça. De là découle la deuxième règle. La deuxième règle, c'est que tout ce qu'on met sur Internet peut rester éternellement. C'est très difficile aujourd'hui de rester anonyme entièrement sur Internet. Si vous n'êtes jamais allé voir des conférences de la CNIL, je vous conseille parce que c'est vraiment passionnant. Et eux, ils nous expliquent très bien que justement, préserver son anonymat sur Internet, c'est quasiment infaisable aujourd'hui. Par exemple, quand vous avez votre page Facebook et que vous décidez de supprimer votre page Facebook, vous ne la supprimez pas, vous la fermez. Mais Facebook conserve toutes les informations que vous avez rentrées dedans. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à faire supprimer entièrement ces données de Facebook, c'était un avocat, ça lui a pris 3 ans. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est si simple que ça. Pareil, l'application Snapchat, que les jeunes adorent tant que ça. Il faut comprendre que quand on envoie une photo sur Snapchat, elle n'est pas supprimée au bout de quelques minutes, quelques heures ou autres. Elle est stockée sur des serveurs. Donc si quelqu'un pirate les serveurs, il peut très bien récupérer les photos.
pareil, l'affaire qu'il y a eu il y a 2 ans avec toutes ces actrices américaines qui se sont fait partager leurs sextapes et leurs photos d'elles nues sur le net. Beaucoup de gens disaient mais oui mais en même temps qu'est-ce qu'elles ont envoyé ça sur le net? Il y en a beaucoup qui ne l'avaient pas envoyé sur le net, elles avaient juste pris les photos avec des iPhones et elles n'avaient pas désactivé l'option cloud et donc en fait eh ben, c'était stocké sur le net quand même et on avait juste piraté leur cloud. Donc il faut bien comprendre que eh ben, quand quelque chose est mis sur internet ça peut être très difficile de le supprimer parce que rien ne dit que ça ne va pas être récupéré. On le voit bien ça avec les jeunes qui font des vidéos un peu entre guillemets bad buzz sur internet et qui décident de les supprimer très vite. On voit bien que très généralement il y a déjà des gens qui ont téléchargé la vidéo pour pouvoir la réuploader quelque part ailleurs. On voit bien aussi tous ces politiciens qui font des tweets des fois qui sont un petit peu déplacés et qui s'empressent de les supprimer. Il y a déjà eu largement une quinzaine de personnes qui ont fait, une quinzaine voire même des centaines, qui ont fait des imprimés écran de ce tweet pour être sûr qu'il puisse être sauvegardé. Donc ça aussi c'est un truc sur lequel il faut pouvoir prévenir les jeunes. Et enfin, dernière règle, c'est on ne sait jamais si ce qu'on voit sur internet est vrai ou faux. Et donc ça, bah, c'est le côté des fake news et tout ça, on est tous conscients de ça. Sauf qu'on voit bien que les fake news, ça nous atteint même nous les adultes. Pas pour les mêmes raisons, c'est vrai, généralement pour les adultes, c'est plus un côté politique, manipulation politique qu'on va avoir. Pour les jeunes, ça peut être plus, bah, cliquez ici pour avoir un iPad gratuit. Nous les adultes, on sait très bien que quand on clique dessus, on a très peu de chances d'avoir un iPad gratuit. Mais les enfants vont des fois cliquer dessus par envie en fait, parce que justement, au début, ils ne prennent pas en compte le fait qu'on n'est pas sûr que c'est vrai ou c'est faux. Et donc ça, c'est 3 règles vraiment importantes à bien expliquer aux jeunes. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur le côté justement des jeux vidéo? J'ai jusqu'à quelle heure déjà là? Ok, il va falloir que je me dépêche. Alors, ce qu'on peut dire par rapport justement aux jeunes avec ce niveau-là, c'est que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui jouent en réseau et autres, il faut bien se rendre compte que 80% de ces jeunes-là ne jouent pas pour l'excitation, ne jouent pas pour la recherche de sensations, mais jouent en fait pour le contact social. Et c'est ça en fait le plus important à prendre en compte. Si les jeunes sont autant sur les écrans à cet âge-là, et surtout sur des jeux type Clash of Clans, c'est parce qu'ils veulent jouer avec leurs copains. C'est vraiment le truc qui les intéresse le plus. On veut être ensemble, on veut interagir en dehors de l'école. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est compliqué de retirer un téléphone portable à un jeune. C'est pas parce qu'on lui retire son écran, c'est parce qu'on lui retire son lien avec les autres enfants et avec les autres ados. Et c'est ça vraiment qui est très important à prendre en compte et à ne pas oublier. Le fait que justement le jeune joue majoritairement en réseau pour le contact social, ça va favoriser d'autres points comme la curiosité, le travail collectif et des points aussi assez forts comme par exemple comprendre quels sont nos points forts et pouvoir s'en servir. Par exemple, si vous connaissez des jeux comme League of Legends, c'est des jeux où vous avez différents rôles dans chaque équipe. Il y a celui qui doit soigner, celui qui doit prendre les coups pour les autres, celui qui doit attaquer et tout ça. Et ça en fait c'est pas mal parce que ça stimule justement chez les jeunes le fait de comprendre quels sont nos points forts, comment est-ce que je peux faire avancer mon équipe et ça les aide aussi pour pouvoir trouver mieux leur orientation en fait. Et ça c'est un atelier que j'ai mis en place à l'Académie de Reims avec Canopé, donc l'association qui bosse avec l'Éducation nationale. On utilise en fait des serious games pour aider les jeunes à se retrouver au niveau de leur orientation et on voit que ça fonctionne très bien parce que justement ceux qui arrivent facilement au niveau des jeux à trouver quels sont leurs points forts et à s'en servir peuvent aussi s'en servir ensuite au niveau de l'orientation. Le contenu violent n'a pas changé, la difficulté à réguler le temps n'a pas changé, donc je ne vais pas revenir dessus, ça ira plus vite. Et maintenant, passons à cette fameuse question de l'addiction aux jeux vidéo et de l'addiction aux écrans. Pour faire simple, on ne parle pas d'addiction aux jeux vidéo. Le terme addiction, pour l'instant, n'est pas reconnu. Il n'y a aucun manuel de diagnostic, que ce soit le DSM, que ce soit la CIM ou que ce soit la CFTMEA, n'importe, ne parle pour l'instant d'addiction aux jeux vidéo. On a en effet, ça a été dit dans les médias, l'OMS qui a décidé de faire rentrer dans sa future classification internationale des maladies une entrée pour les troubles de jeux vidéo classés dans les addictions comportementales. Mais ça n'a pas encore été fait et à partir du moment où cette décision a été prise, il y a eu un énorme soulèvement de pas mal de chercheurs qui expliquaient que le sujet est encore en débat, qu'il n'y a pas de consensus scientifique et donc que ça n'est pas valable de parler encore d'addiction aux jeux vidéo. Et ce pour plusieurs raisons. Je vais essayer de passer très vite sur ces raisons-là parce que sinon ça prendra un temps fou. Mais déjà on peut parler des raisons biologiques. Raisons biologiques, c'est parce que quand on est face aux jeux vidéo, les gens utilisent souvent l'excuse de la dopamine en disant c'est addictif parce que ça augmente le taux de dopamine. Alors en effet, jouer aux jeux vidéo, consommer les écrans ou autres, ça augmente de 100% votre taux de dopamine. La dopamine qui est le neurotransmetteur qui est lié au circuit du plaisir.
Sauf qu'il n'y a pas que ça qui monte la dopamine. Un repas en famille, ça me fait monter à peu près, enfin un bon repas, on va dire, ça fait monter de 50% votre taux de dopamine. Une partie de jambes en l'air, ça vous le fait monter de 200%. Et pourtant, on ne parle pas d'addiction au sexe à toute personne qui aime prendre un bon temps avec ses amis. On ne parle pas non plus d'addiction à la bouffe pour quelqu'un qui aime bien faire des bons repas. C'est compliqué en fait de parler d'addiction juste à partir du moment où il y a un rapport en fait à la dopamine. L'INSERM a montré en 2005 en fait que quand on parle d'addiction d'un point de vue neurotransmetteur, il faut que ça atteigne plutôt un circuit qui implique en fait une balance entre la noradrénaline et la sérotonine. Donc en fait, pour faire simple, on pourrait parler d'addiction aux jeux vidéo à partir du moment où il y aurait une consommation de jeux vidéo et en parallèle une consommation de psychotropes qui dérégulerait en fait le système noradrénalytique et sérotoninergique. Donc on voit que c'est quand même assez compliqué à ce niveau-là. D'un point de vue clinique, on remarque aussi qu'il n'y a pas de syndrome de sevrage. Ça veut dire qu'on peut très bien arrêter d'un coup sec les jeux vidéo. C'est pas comme celui qui va être en manque d'alcool au moment où il se met à arrêter. Et il n'y a pas non plus de rechute, dans le sens où on peut très bien être un joueur pathologique et d'un coup devenir un joueur occasionnel. Contrairement par exemple à l'alcoolisme, où quand vous avez soigné un alcoolique, vous faites en sorte qu'il ne reboive pas de verre de vin pour pas qu'il rechute. Et donc là, c'est pas pareil en fait avec les écrans. Pourquoi ? En fait, ce qu'on remarque quand même, c'est que les écrans, en fait, le produit en lui-même, donc en fait, le comportement en lui-même, le fait de jouer aux jeux vidéo, justement, lui, va plutôt révéler en fait un problème plutôt que être la cause du problème en lui-même. Ça veut dire que c'est pas lui qui va créer sur notre système un besoin de dépendance et un besoin de revenir directement dessus. En fait, ce qui va se passer, c'est surtout que quand un jeune joue à un jeu vidéo, un joueur typique, ça veut dire quelqu'un qui ne va pas être considéré comme joueur pathologique, parce que bien évidemment, c'est pas parce que je dis qu'il n'y a pas d'addiction que je dis pas qu'il y a des joueurs pathologiques. Il y a des joueurs pathologiques, ça on ne peut pas le nier. C'est le terme addiction qui nous pose question. Mais en tout cas, quand on joue à un jeu vidéo, on va pouvoir régler certaines de nos angoisses en fait. Et quand on est ado, on a beaucoup d'angoisses. C'est le moment de la crise d'adolescence justement. Donc forcément, on va pouvoir rejouer certaines angoisses, comme par exemple les angoisses d'abandon, les angoisses de solitude, les angoisses, je sais pas, de persécution, de harcèlement ou autre. Et on va pouvoir rejouer tout ça. Par exemple, je sais pas, j'ai une très mauvaise estime de moi-même, je me sens très mal, le truc très habituel chez les ados, ça veut dire ma vie c'est de la merde, je suis gros, je suis moche, voilà, et tout ça. Et je vais pouvoir jouer à un jeu vidéo et je vais pouvoir me sentir apprécié des autres, je vais pouvoir sauver le monde ou autre, et ça va me faire me sentir mieux. Et c'est pour ça que les ados jouent beaucoup aux jeux vidéo, parce que c'est un moment dans la vie où on a beaucoup d'angoisse et ça peut nous permettre justement de résoudre ou en tout cas de les élaborer, de les travailler. Sauf que, il y a certains joueurs qui vont être du côté du joueur pathologique et qui, eux, ne vont pas chercher à travailler ces angoisses, à les résoudre ou à y trouver une réponse, mais vont chercher à fuir quelque chose de la réalité. Et donc, en fuyant ce quelque chose de la réalité, ils vont s'enfermer dans les mondes numériques. Et donc, à ce moment-là, ils vont commencer à couper, par exemple, les ponts avec, au début, la scolarité, après les parents et après les amis. Et en fait, là, ils vont chercher à fuir. Ça peut être, par exemple, une dépression, ça peut être un début de psychose, ça peut être un deuil pathologique, ça peut être, un harcèlement à l'école, ça peut être un divorce mal géré entre les parents et tout ça. Mais en tout cas, il va chercher à fuir quelque chose de la réalité, s'enfermer dans les mondes numériques. Le côté narratif dont je vous parlais tout à l'heure va se détacher de plus en plus. Il n'y aura même plus d'identification au personnage, il sera dans une recherche directe d'excitation en fait, et là il va être totalement perdu dans ces mondes numériques et se coupera entièrement du reste de son environnement. Pourquoi est-ce que en fait, le terme addiction nous dérange et qu'on préfère parler de joueurs pathologiques? C'est parce que le problème de l'addiction, c'est que ça nous fait penser que le problème à traiter d'abord, c'est le rapport au jeu vidéo lui-même, alors qu'en fait, le jeu vidéo nous paraît plus être un révélateur qu'autre chose. Ça veut dire que s'il y a un enfermement dans les jeux vidéo, ça veut dire qu'il y a un problème derrière qui est fui, et donc il faut travailler sur ce problème-là. Il y a aussi le problème que si jamais une classification internationale fait rentrer le terme addiction dans sa classification, il faut se rendre compte d'un truc, c'est qu'en France, ce n'est pas un truc qui nous concerne, mais dans les pays anglo-saxons, il faut qu'un truc soit diagnostiqué pour qu'on puisse être remboursé par la Sécu. Aujourd'hui, les structures qui soignent l'addiction aux jeux vidéo aux États-Unis, en Angleterre, coûtent à peu près 15 000 € par patient. Donc, vous imaginez un peu l'argent que ça pourra apporter s'il y a des patients qui sont amenés beaucoup plus parce que c'est diagnostiqué, et aussi parce que il suffit ensuite de sortir après une pilule pour soigner les compulsions et on pourra vendre un médicament en masse, alors que justement c'est un truc qu'on peut déjà travailler avec les jeunes et sans médication. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque que
Donc que ce soit des gens qui pensent qu'il y a une addiction aux jeux vidéo et ceux qui pensent comme moi qu'il n'y a pas d'addiction, en fait on travaille avec les joueurs pathologiques de la même manière en fait. C'est surtout un débat politique et économique, mais par contre d'un point de vue clinique on est quand même tous d'accord et on travaille de la même manière avec ces jeunes. Donc ça c'est le côté qui est assez rassurant quand même. En tout cas voilà, et ce qu'il faut bien prendre en compte c'est qu'on peut s'enfermer dans les écrans pour fuir quelque chose. Par exemple là j'ai reçu ces 2 derniers mois 2 patients pour addiction aux jeux vidéo. Il y en a un premier, donc les parents me l'amènent en me disant écoutez oui c'est un problème, il est totalement addict et tout ça, il veut le soigner. Il joue une demi-heure par jour. Et en fait, donc déjà une demi-heure par jour pour poser de l'addiction, c'est quand même assez problématique. Et surtout, en fait, c'est un gamin, ses parents sont en cours de divorce et ils vivent dans la même maison. Les parents passent leur journée soit à s'engueuler, soit à s'ignorer totalement. Et en fait, lui, il me dit, moi je joue aux jeux vidéo parce que ça me permet de parler avec mes copains qui sont au Maroc et qui je parle jamais. Et ça me permet surtout de mettre un casque et de ne pas entendre mes parents qui s'engueulent. Et donc on voit bien que le rapport aux jeux vidéo, là, il est surtout dans la fuite de quelque chose d'autre. Et l'autre enfant, pareil, on me l'a apporté, donc c'est un plus grand, lui c'est un ado. On me dit pareil, addiction aux jeux vidéo et tout ça. C'est un jeune qui a porté plainte il y a 2 mois contre son père pour violence familiale et qui est rejeté par sa mère et ses autres frères parce qu'ils n'ont pas supporté la plainte. Et donc il s'enferme dans les jeux vidéo pour essayer d'oublier totalement ça. Donc on voit bien en fait que c'est pas le produit jeu vidéo en lui-même qui va produire ça, c'est surtout le fait que le jeune essaie de fuir un problème qu'il y a derrière pour pouvoir justement l'oublier le plus possible. Voilà pourquoi, avant 12 ans, en tout cas, il est très important d'accompagner les jeunes en leur expliquant quelles sont les 3 règles d'Internet, comme je disais tout à l'heure. Tout ce qu'on met sur Internet peut tomber dans le domaine public, peut y rester éternellement, et on n'arrive jamais à savoir si c'est vrai ou faux. On insiste sur qu'est-ce que le droit à l'image et qu'est-ce que l'intimité, et on pousse l'enfant à comprendre en avance à quel âge il pourra jouer à tel jeu, à quel âge il pourra avoir le téléphone, à quel âge il pourra regarder tel film et tout ça, et par exemple combien de temps par jour et tout ça, c'est important. Passons maintenant aux ados, après 12 ans. Après 12 ans, ça va être la découverte des réseaux sociaux. Alors oui, en effet, aujourd'hui, on sait quand même que normalement, les réseaux sociaux, et particulièrement tout ce qui est Google, YouTube, Facebook et tout ça, demandent normalement à ce qu'on ait plus de 13 ans pour pouvoir se créer un compte. Sauf que je pense qu'il y en a pas mal dans cette salle qui sont déjà tombés sur des sites qui vous disent est-ce que vous avez 18 ans et qui n'avaient pas 18 ans et quand même cliqué j'ai plus de 18 ans. On sait tous que c'est très facile sur Internet de nier son âge. Et donc bien sûr c'est très facile aujourd'hui de créer un compte sur des réseaux sociaux avant d'avoir l'âge normalement qui est demandé. Bien évidemment, le truc, c'est que si vous êtes en 6e, que vous avez 30 élèves dans la classe et qu'il y en a 29 qui sont sur Facebook, forcément, c'est normal que le 30e ait envie aussi d'être dessus pour ne pas se sentir rejeté de ses autres copains. Ça, c'est un truc déjà qui est normal aussi et qu'il faut pouvoir prendre en compte. C'est par contre vers 12 ans qu'on commence à voir justement l'intérêt de ces usages-là des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que déjà, ce qu'on remarque quand même, c'est que les réseaux sociaux sont un très bon support pour tout ce qui est la découverte des apprentissages sociaux. En fait, ce qu'on remarque, c'est que, contrairement à ce que beaucoup pensaient avant, les réseaux sociaux n'ont pas fait disparaître l'amitié réelle. Beaucoup disaient, on va être sur les réseaux, ça va être de pire en pire parce qu'on aura de moins en moins de copains dans la vraie vie, on aura de plus en plus d'amis sur les réseaux. On remarque quand même que les jeunes qui ont beaucoup d'amis dans les réseaux ont généralement aussi beaucoup d'amis dans la vraie vie. D'ailleurs, on remarque qu'il y a 2 types d'amitiés qui vont se créer en fait. Soit les amis dans les réseaux, ça va être les amis de la vraie vie qui sont juste retrouvés sur les réseaux, ou soit ça va être d'autres types d'amis. Dans la vraie vie, on est amis dans ce qu'on va appeler une amitié de proximité. Ça veut dire on est amis avec ceux qui sont de notre famille, ceux qui habitent dans notre quartier, ceux qui sont nos voisins de classe ou des choses comme ça. Tandis que sur les réseaux, on est plus amis avec ce qu'on appelle par centre d'intérêt. Donc on est plutôt amis avec cette personne parce que, je sais pas, elle partage des vidéos qu'on aime bien et donc on veut les voir souvent, elle fait de la musique et j'aime bien écouter ce qu'elle fait parce qu'elle est militante dans le même sujet que moi, on est d'accord là-dessus et donc elle partage des articles qui m'intéressent, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce soit une amitié de proximité ou une amitié déclarative par centre d'intérêt, il y a quand même un truc qui ne change pas, c'est que c'est une amitié qui se construit. Quand vous êtes ami avec, quand vous devenez ami avec votre voisin de gauche en physique-chimie, au début, en fait, vous ne vous connaissez pas vraiment, vous vous parlez juste en vous disant on se fait chier à ce cours-là et tout ça. Et au fil du temps, vous commencez à vous découvrir, à discuter entre vous. Et ensuite à vous voir dans la cour, à discuter entre vous vraiment et d'autres choses que le cours qui vous ennuie. Ensuite, vous commencez à vous rencontrer en dehors de l'école, puis vous commencez à parler de votre intimité, des choses qui vous touchent personnellement, et là, une amitié se crée et vous devenez vraiment amis.
Et ben sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Au début, on se parle par exemple du fait de voilà, j'aime bien les vidéos que tu fais, n'importe, ou alors bah oui, on a les mêmes idées, donc on va pouvoir parler de tout ça. Mais peut-être qu'au fil du temps, on va commencer à s'ouvrir un peu plus, à parler d'autres choses, à se rencontrer dans la vraie vie et à devenir de vrais amis aussi. D'ailleurs, on remarque bien aujourd'hui que par exemple les couples qui se forment via les sites de rencontres fonctionnent aussi bien que les couples qui se rencontrent dans la vraie vie. Donc fonctionnent aussi bien, ça veut dire que le taux de divorce est aussi élevé, mais en tout cas, on voit bien que le fait que ça soit en virtuel ou en réel, à partir du moment où de toute façon c'est travaillé, bah, ça ne change pas forcément grand-chose. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui va être important à penser. Par contre, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que, comme je disais tout à l'heure, un des points les plus importants qu'on a au moment de l'adolescence, c'est tous ces questionnements au niveau de la solitude et de la mésestime de soi. Ça veut dire, je me sens seul, je me sens pas bien dans ma vie, j'ai l'impression que je suis pas intéressant et tout ça. Et le problème, c'est qu'on sait tous que sur les réseaux, tout le monde ne partage que le plus parfait de ce qu'ils ont. Par exemple, à chaque fois qu'on fait une photo, elle est magnifiquement bien filtrée, comme ça tout le monde voit que c'est parfait. Quand on prend une photo de notre chien, il est brossé. Quand on prend une photo de notre maison, le ménage a été fait. Enfin voilà, et le problème, c'est que un jeune qui se sent pas bien et qui est dans des difficultés à ce niveau-là, au niveau de la solitude et du sentiment d'estime de lui-même, s'il tombe toujours constamment sur des photos qui ont l'air parfaites, ça peut accroître en fait justement son sentiment de solitude et les problèmes d'estime de soi. On a aussi le fait qu'un jeune qui n'arrive pas à se faire des amis dans la vraie vie parce qu'il a un problème au niveau de la sociabilité ou autre, va pouvoir peut-être s'en faire un petit peu plus facilement dans les réseaux, mais rentrer dans un cercle vicieux en fait et ne pas chercher à s'en faire plus en fait à ce niveau-là, et donc ne pas chercher à s'en faire dans la vraie vie et donc s'enfermer dans des relations virtuelles. Donc ça, c'est aussi un truc qu'il va falloir prendre en compte. Et pour ça, comment on fait ? Il faut pouvoir accompagner le jeune aussi en parlant avec lui. Ça veut dire pouvoir justement lui poser des questions, lui demander qu'est-ce que tu fais sur les réseaux, avec qui tu parles et tout ça. Bien évidemment, le jeune ne parle pas à l'adulte de tout, il veut garder aussi sa petite indépendance, mais c'est quand même important de faire en sorte qu'il puisse venir parler à l'adulte si jamais il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et donc le fait de pouvoir faire en sorte qu'il puisse venir nous parler, qu'il puisse comprendre qu'il y a une personne de confiance qui ne sera pas là pour le juger, mais pour pouvoir justement l'accompagner et comprendre avec lui ce qui ne va pas. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que quand on est ado, il y a toujours un truc qu'on a cherché à faire, et ça a toujours été la même chose au moment de l'adolescence, c'est on cherche de plus en plus à se détacher du monde de l'adulte, on cherche à se détacher des parents, à s'autonomiser, mais d'un côté, on est encore dépendant de ce monde-là, et on n'a pas trop envie non plus de le quitter. C'est un peu ce truc horrible entre mes parents m'emmerdent, mais je les aime quand même, je ne sais pas quoi faire. Et donc c'est un moment où on angoisse beaucoup en fait, et donc c'est un moment où justement il y a cette crise d'adolescence qui arrive, et il y a plein de questions qui se posent par rapport à ce rapport à l'autre. Et ça, en fait, c'est là où on comprend un truc, c'est que les écrans, ils n'ont pas changé grand-chose par rapport à ça, finalement. Les ados, ont toujours cherché à s'évader de chez eux, en fait. Regardez les films, par exemple, des années 70-80, qui étaient des films faits pour les ados, ou des séries ou autres. Il y a une scène qui revient très souvent dans ce genre de fiction, c'est un jeune qui va faire une corde avec ses draps et qui va s'échapper en douce de sa chambre pour aller voir quelqu'un ou autre. C'est aussi le jeune qui va juste passer par la fenêtre et pour envoyer des cailloux sur la tête de sa petite amoureuse ou autre. Et ça, vous remarquez qu'aujourd'hui, dans les fictions pour ados, ça n'existe quasiment plus. Parce que aujourd'hui, pour s'évader, on a trouvé un autre moyen, c'est de se connecter à un PC ou à un téléphone portable. Et ça, en fait, c'est un truc que l'ado a trouvé aussi comme solution pour pouvoir s'évader. C'est ça que les écrans vont pouvoir faire aussi. Il y a une étude qui a été menée en Angleterre qui est assez intéressante. On trace un cercle autour des maisons, en fait. Et le diamètre de cercle, ça représente la distance parcourue par les jeunes en dehors de la maison. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les années 50, le cercle faisait à peu près 10 km. Ça veut dire que les jeunes, ils prenaient leur vélo et qu'ils allaient jusqu'à 10 km au loin de leur maison pour être tranquilles. Et en fait, plus les années avancent, plus les générations passent et plus le cercle se rétrécit. Aujourd'hui, le cercle, il fait quasiment la taille de la maison. On est arrivé à une époque où il y a un énorme paradoxe. Les parents se plaignent que leurs enfants ne sortent jamais et sont tout le temps sur les écrans, mais d'un côté, les parents sont super rassurés parce qu'ils savent où sont les enfants et ils ont un regard dessus. Et ça, en fait, cet excès, on le voit un peu partout quand même. Je suis tombé sur pas mal de parents qui installaient des GPS dans le téléphone de leurs enfants pour savoir où ils étaient. Il y a beaucoup de parents qui nous expliquent aujourd'hui que c'est compliqué quand ils sortent entre amis de ne pas envoyer un texto aux enfants pour savoir ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là parce qu'ils sont super inquiets. On remarque aussi que les personnes qui écrivent le plus de textos en classe aux enfants, c'est les parents.
les parents peinent de plus en plus à se détacher de leurs enfants. Et donc le truc, c'est qu'eux aussi, justement, ils sont bien contents que les enfants restent à la maison. Mais sauf que les ados, eux, ils ont toujours envie de s'évader, parce que c'est normal, c'est cette période-là. Et donc ils vont se servir de tout ce qui est écran et internet pour pouvoir faire ça, pour pouvoir s'évader. Quand un ado est à table en repas de famille et qu'il écrit un texto, on sait tous ce qu'il fait, il est en train d'écrire à ses copains, je suis à table avec ma famille et je m'emmerde, parce qu'il est en train de s'évader de la meilleure manière possible en fait. Et sauf que, bien évidemment, c'est une bonne chose pour lui, ça, qu'il puisse justement s'évader à travers ses écrans. Mais ça ne change pas quand même que c'est important aussi de pouvoir cadrer ça. Parce que quand avant, par exemple, l'ado demandait à avoir une mobilette pour pouvoir se promener et faire des tours de quartier avec ses copains. Donc ce qui forcément, on peut le dire, n'était pas forcément plus utile que faire des tours de jeu avec ses copains maintenant aujourd'hui. On lui disait quand même, tu rentres à telle heure, parce qu'après c'est l'heure de la douche, c'est l'heure du repas, n'importe. Avec les écrans, c'est la même chose. Il faut aussi cadrer ce temps pour que le jeune puisse comprendre qu'il n'y a pas que ça à faire et qu'il y a d'autres choses aussi. Mais en tout cas, il faut comprendre que l'usage des écrans, c'est un moyen aussi de pouvoir s'évader un petit peu, de pouvoir retourner avec les copains. Et c'est ça en fait, comme je disais tout à l'heure, les écrans, les réseaux, les jeux vidéo et tout ça, le but c'est la socialisation. Le but, c'est aussi de faire attention à un truc, c'est qu'il y a pas mal d'ados aujourd'hui qui font des connexions nocturnes solitaires. J'en trouve pas mal qui se lèvent par exemple la nuit même pour regarder leurs notifications, leurs jeux, pour lancer une partie. J'en ai même vu certains qui mettaient le réveil la nuit pour voir ce qui se passait. C'est des choses qui existaient déjà avant, quand par exemple ceux qui ont mon âge, donc quasiment tout le monde ici, on avait le jeu O-Game avant, donc, qui était un jeu où il fallait des fois se connecter même tard la nuit pour pouvoir envoyer nos troupes dans l'espace et tout ça. Donc c'est des trucs qui ont toujours eu lieu. Mais par contre, on remarque aujourd'hui qu'on a de plus en plus de jeunes qui arrivent complètement crevés à l'école parce qu'en fait, ils se sont connectés la nuit. Et sauf qu'en fait, souvent, ça c'est des fois où les règles n'ont même pas été posées en fait par les parents. On leur a même pas dit, au bout d'un moment, il faut pouvoir arrêter. Et donc le jeune, n'ayant jamais eu de règles posées, justement, va continuer à le faire parce que lui, il ne comprend pas en quoi c'est important. Et donc ça, c'est vraiment une bonne chose aussi à prendre en compte, c'est le fait de faire cette prévention par rapport à ça et cet accompagnement pour éviter que les jeunes puissent justement tomber dans ces pièges-là. Il va falloir aussi expliquer aux enfants, aux ados, tout ce qui est téléchargement illégal, plagiat, pornographie et cyberharcèlement. Pour le téléchargement illégal, ça c'est, vous pouvez très bien trouver ça intéressant ou pas, c'est pas mon souci, mais en tout cas ce qu'il faut expliquer c'est quand même, il faut que le jeune comprenne que ça reste illégal et qu'on est contre la loi et que on peut toujours recevoir une lettre d'Adopi et pour l'avoir déjà reçue c'est jamais rigolo. Par rapport au plagiat, comme je disais tout à l'heure, le droit à l'image c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour les jeunes. Mais alors vous imaginez que le droit d'auteur c'est encore plus dur à comprendre. Et pourtant c'est important de pouvoir leur expliquer ça et les accompagner là-dedans parce que le plagiat sur internet est très très attaqué. Et le problème c'est que si vous vous trouvez face à un jeune qui a fait un plagiat sans faire attention ou sans faire exprès, sans comprendre que c'était grave, il peut très bien se faire totalement tomber dessus par une communauté entière, ce qui peut être très difficile pour lui. Et là, on peut retomber sur la question du cyberharcèlement. C'est très important aussi de faire de la prévention par rapport à ça, parce que on remarque quand même que le cyberharcèlement, c'est comme le harcèlement, ça a toujours existé, d'accord, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui est difficile aujourd'hui, c'est que contrairement au harcèlement, le cyberharcèlement, ça nous suit jusque chez nous. Ça veut dire que même dans sa chambre, on n'est pas en sécurité parce qu'on peut se faire attaquer. Il y a même des fois des gens assez tordus. J'ai eu une jeune qui se faisait harceler par des gens qui avaient réussi à pirater le compte de ses meilleurs amis pour qu'il se fasse insulter par justement ses meilleurs amis. Donc le cyberharcèlement, ça peut être quelque chose de très très dur à vivre. Et ça, c'est très important aussi de pouvoir faire de l'accompagnement dans le sens où que la victime, que les gens puissent comprendre que s'ils sont victimes, c'est important de venir en parler parce que des fois il y a des jeunes qui n'osent pas en parler par peur du harceleur en effet, mais aussi des fois par peur de se faire juste punir de Facebook et aussi parce que par peur de ne pas être compris, pas être entendu. Il y a aussi le témoin, à qui c'est important de pouvoir dire si tu es témoin de ce genre de situation, il faut que tu en parles, c'est important parce que la victime ne veut pas tout le temps le faire. Et d'ailleurs un truc qu'on remarque assez souvent aussi, c'est pouvoir pousser aussi le jeune qui se fait harceler à exprimer aussi son mécontentement, on va dire, face au harceleur. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas parce que une victime dit à son harceleur « mais arrête, t'as pas le droit de me faire ça » que ça va changer les choses. Mais en fait, ça change une chose quand même, c'est qu'on remarque que les jeunes qui sont capables de prendre la parole et de dire non en fait à un harceleur ont plus de facilité à aller parler à un adulte et à appuyer en fait leurs propos en disant « si j'ai vraiment été harcelé ».
parce qu'il y a aussi un point qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a des fois des adultes, donc pas tous, hein, vous serez forcément tous des bons profs, j'en suis sûr, mais ça arrive souvent qu'il y ait des profs ou des proviseurs ou des CPE ou autres qui ne croient pas la victime. On a déjà eu des fois des cas comme ça, où on leur dit mais non, mais c'était pas vraiment un harcèlement, et sauf que la victime, n'osant pas le dire, reste dans cette situation-là parce qu'on lui a dit mais non, ce n'en était pas un. Et donc c'est important aussi de pouvoir aider la victime à pouvoir vraiment aussi s'identifier en tant que victime pour pouvoir en parler. Et au niveau de la pornographie, le but c'est aussi de pouvoir faire en sorte que le jeune puisse en parler. Comme je disais tout à l'heure, le problème c'est que les jeunes, quand ils ont quand ils tombent sur des images pornographiques sans l'avoir voulu et sans s'y être attendu ou autre, ou même en le voulant mais sans savoir que ça allait pouvoir les choquer, ils n'osent pas forcément en parler à l'adulte après. Et ça c'est important aussi qu'ils puissent avoir quelqu'un avec qui en parler, que ce soit un grand frère, une grande sœur, un cousin, une cousine ou autre, mais en tout cas qu'il y ait une figure avec qui il peut parler de ça, parce que c'est aussi important que ces images-là puissent être accompagnées si jamais elles ont dérangé l'enfant. Et enfin, quand je dis ne pas être son ami sur les réseaux sociaux, le but c'est de faire comprendre un truc, c'est qu'il faut arrêter d'être dans ce rapport trop intrusif, comme je disais avec les enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont amis sur les réseaux avec leurs enfants juste pour savoir ce qu'ils font et qui disent bah de toute façon j'ai même pas besoin de lui poser de questions, je suis ami avec lui sur Facebook donc je vois tout ce qu'il fait. Sauf que on sait très bien aujourd'hui que sur Facebook on peut faire en sorte que telle personne ne voit pas toutes les photos qu'on met. On voit très bien aussi que les jeunes peuvent avoir plusieurs réseaux différents et nous on n'est pas conscient de tous les réseaux ou autres. C'est beaucoup plus intéressant de créer le débat, de balancer du dialogue et d'en discuter tous ensemble plutôt que de se dire vu que je le suis, j'ai pas besoin d'en parler avec lui. Maintenant, différentes questions qu'on peut se poser. Quand on tombe sur un ado qui passe beaucoup de temps sur les écrans, il y a 3 questions qu'on peut se poser. La première, c'est est-ce qu'il veut faire son métier dans le numérique? Parce qu'on remarque quand même aujourd'hui que le monde du numérique, c'est un monde qui offre beaucoup d'opportunités de travail. Il y a très peu de chômage là-dedans et on a rencontré beaucoup de jeunes qui justement avaient cet usage des écrans et qui étaient beaucoup dessus et tout ça et en fait qui ont trouvé une passion, qui ont réussi à en développer quelque chose et qui ont fini par exemple programmeur ou qui ont fini web designer ou autre. Et ça, c'est des choses qui peuvent être importantes à penser parce que encore aujourd'hui, on a pas mal de parents qui sont quand même contre cette pensée-là et qui, quand on leur parle de vivre du numérique, vont dire non, mais vaut mieux qu'ils soient avocats ou médecins parce que le numérique, ça paye pas ou alors c'est pas intéressant ou autre, c'est qu'un hobby. Et ça, c'est pourtant important à prendre en compte. Le deuxième point, c'est fabrique-t-il ses propres images? Comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il a un usage créatif des écrans? Donc, est-ce que par exemple, il fait du montage photo, il fait du montage vidéo, mais ça peut être aussi, est-ce qu'il écrit des textes sur des sites internet ou autre? Est-ce qu'en tout cas, il fait quelque chose avec ses écrans de manière à le partager et à le montrer aux autres? À ce niveau-là, c'est un usage vraiment intéressant et justement à pouvoir soutenir. Et enfin, est-ce qu'il joue seul ou en communauté? Comme je l'ai dit tout à l'heure, seul, ça ne veut pas dire juste seul devant sa console. C'est pas grave ça, à partir du moment où on en parle avec les autres, où on interagit. Donc dans le sens où, oui d'accord, si c'est un fan de Zelda et que il joue à Zelda et tout ça, c'est pas grave s'il a d'autres copains avec qui il en parle, ou s'il en parle sur les forums, ou s'il se renseigne ou autre sur les autres personnes qui y jouent et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui consomment autant les vidéos de let's play? Parce qu'on le remarque ça sur YouTube, ce genre de vidéos explose et les jeunes adorent regarder ça. Mais en fait, ils ne regardent pas n'importe quel let's play. Les jeunes qui regardent ce genre de vidéos sur YouTube ne vont pas regarder des vidéos où quelqu'un joue de manière totalement silencieuse. Ou alors ça, ils regardent que quand ils ont envie d'acheter le jeu pour voir à quoi ressemble le jeu ou quand ils ont envie de passer un passage qu'ils n'ont pas réussi à faire ou autre. C'est comme avant quand on regardait les livres de solutions chez le libraire. Les jeunes regardent les let's play où il y a quelqu'un qui se fait filmer et qui partage des émotions, qui rigole, qui dit des bêtises. Ça les fait rire en tout cas. Il y a quelque chose comme ça qui est partagé. Et ça, justement, c'est comme quand on parle avec ses copains dans la cour de ce qu'on fait dans les jeux en fait. Ils ont une personne avec qui ils partagent le jeu auquel ils jouent. Et d'ailleurs, généralement, quand ils regardent un let's player, ils en regardent un en particulier. Ils regardent toujours le même. Ils regardent Squeezie ou alors ils regardent Dunkerque Racine, ils regardent tout et n'importe quoi, voilà. Mais en tout cas, ils regardent quelque chose qui leur plaît parce que justement, en fait, ils se sont attachés à la personne qui joue aux jeux vidéo. Ou alors, sinon, ils regardent juste des let's play toujours sur le même jeu. Par exemple, ils regardent des let's play Minecraft parce que c'est Minecraft qui leur plaît. Mais en tout cas, voilà, il faut comprendre aussi que ça, c'est quelque chose qui est important pour eux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, au niveau de tout ce qui est enseignement, éducation nationale et tout ça, c'est que au niveau du numérique, c'est pas
l'équipement qui est essentiel. Dans le sens où, là je suis intervenu dans pas mal de collèges quand même, où je remarquais un truc qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on tombe pas mal, dans pas mal d'académies différentes, sur justement des collèges où on va avoir des salles informatiques flambant neuves avec des PC ultra chers et tout ça, mais des gens qui sont pas formés, qui savent pas s'en servir, et donc on a des salles qui prennent totalement la poussière. Dernièrement, à Marseille, j'étais dans un lycée où ils avaient reçu 35 tablettes et personne s'en servait parce qu'ils avaient eu le budget pour acheter des tablettes, mais ils n'avaient pas eu le budget pour former les enseignants et tout ça. Donc le problème, c'est qu'on voit bien que ça, c'est un petit problème qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale, c'est que le but, c'est pas d'acheter le meilleur équipement possible. Vous n'avez pas besoin d'avoir des Alienware à 800 balles, vous n'avez pas besoin d'avoir les derniers iPad ou autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces écrans, comment on va pouvoir s'en servir de la meilleure méthode, de la meilleure manière possible. Et pour ça, il va falloir penser à adapter les méthodes pédagogiques. Comment on fait? Par exemple, déjà, il faut arrêter avec un truc, c'est le Wikipédia, c'est interdit. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, on le sait, les jeunes, ils vont sur Wikipédia. Et quel est le problème avec Wikipédia? C'est que, on peut tomber des fois sur des informations fausses. Mais sauf que, si on interdit Wikipédia, l'enfant, il va quand même y aller. Alors que si on lui apprend à se servir de Wikipédia, par exemple, si on lui apprend à checker ses sources, à faire en sorte qu'il puisse comprendre comment est-ce qu'on reprend les informations et tout ça, comment on synthétise tout ce qu'on a pu trouver sur le net, et là, ça va pouvoir devenir intéressant. Le but, c'est de comprendre qu'avec Internet, le jeune va avoir énormément d'informations et que son but, ça va être de les synthétiser. Et ça, c'est une chose qui est assez intéressante. Dès l'école primaire, il va falloir commencer à informer l'enfant sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les écrans, qu'est-ce que les écrans nous apportent et comment on peut s'en servir. Et donc, le but, ça va être de repenser certaines approches pédagogiques, comme par exemple remarquer qu'aujourd'hui, les enfants travaillent plus facilement en groupe, en fait, depuis l'arrivée des écrans. Les exposés en groupe fonctionnent beaucoup mieux, par exemple, que les exposés seuls, le travail seul, et parce que c'est plus facile pour les jeunes d'apprendre avec leurs pairs. Et le but, là, pour expliquer ça, ça va être de parler très rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, sur qu'est-ce que la culture du livre et qu'est-ce que la culture des écrans. Imaginez un peu, la culture du livre, c'est quand justement l'écriture et le livre sont arrivés. On avait une culture qui arrivait de manière verticale, ça veut dire un livre, un auteur, un lecteur. C'était un message seul qui était mis devant le lecteur et où en fait on stimulait une attention qui était justement qu'on appelait deep attention. Ça veut dire je suis très attentif à ce que je suis en train de lire. J'emmagasine une information. J'utilise à ce moment-là mon intelligence, on va dire, linéaire. Ça veut dire j'apprends ce que je suis en train de lire. D'ailleurs, un des gros risques de cet apprentissage-là, c'était l'apprentissage du par cœur. Donc j'apprends par cœur ce que je suis en train de dire et je le ressors sans être capable d'avoir pu comprendre ce que j'ai pu lire. Mais en tout cas, ça c'était justement l'arrivée de la culture du livre qui a permis justement de passer à la fin de la culture de l'oralité à quelque chose qui était beaucoup plus ouvert avec un partage beaucoup plus grand de l'information. Après est arrivée la culture des écrans, qui est plus à voir comme une culture horizontale. Imaginez un peu une page Google Chrome avec 50 onglets d'ouvert les uns à côté des autres. Et ça, cette culture-là, c'est une culture justement du groupe et du partage. C'est une culture de l'horizontalité. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec le fait de pouvoir avoir plusieurs écrans à côté de soi et de pouvoir être attentif à plein de choses différentes. C'est ce qu'on va appeler de l'hyper-attention. Ça veut dire qu'on n'est plus attentif à un seul point en particulier, mais à plein de petits points. C'est une culture qui est beaucoup moins dans l'intelligence linéaire, mais plus dans l'intelligence visuospatiale, justement. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir en fait stimuler justement des éléments qu'on n'avait pas avec la culture du livre. Par exemple, le côté co-réflexion, partage d'informations et tout ça. Ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Et ça, il va falloir aussi pouvoir se rendre compte que, contrairement à ce qu'on pensait, la culture des écrans n'a pas remplacé la culture du livre. Les deux cultures existent, dans le sens où, par exemple, la culture des écrans s'est inspirée de la culture du livre au moment où Facebook est passé d'un chaos total avec plein d'informations en même temps à une timeline verticale, temporelle, chronologique. Ça, c'est vraiment une adaptation de la culture du livre. La culture du livre, elle s'est adaptée à la culture des écrans au moment où, dans les années 80, par exemple, sont sortis les livres dont vous êtes le héros, ces livres qu'on ne lit plus du début à la fin, mais où on saute de page en page et tout ça, enfin voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux types de cultures qui coexistent et qu'il faut pouvoir faire coexister pour pouvoir utiliser de la meilleure manière possible en fait ces écrans. Il faut bien faire une différence entre cette culture des écrans, cette culture du numérique, et donc il y a une culture vraiment de la pluralité, et la culture par le numérique. Ça veut dire que lire un livre sur une tablette, c'est pas de la culture des écrans, ça reste de la culture du livre, on a juste changé le support de lecture. La culture des écrans, c'est vraiment cette culture de l'horizontalité, du partage et tout ça. D'ailleurs, on le remarque aujourd'hui, il y a de plus en plus de structures qui se créent, de start-up ou autres, où on a ce qu'on appelle une hiérarchisation horizontale. Ça veut dire qu'il n'y a plus de patrons, d'employés, mais tout le monde est à peu près à un même poste égal et en fait a juste des postes bien différents.
Et ça, justement, c'est l'arrivée dans le social de cette culture des écrans. Et le but, ça va être de pouvoir justement former le plus possible les gens à comprendre quelles sont ces deux différentes cultures et comment est-ce qu'on va pouvoir s'en servir, comme par exemple avec le travail groupal. Et ne pas oublier toujours ces droits et devoirs sur Internet dont j'ai parlé, mais je ne vais pas revenir dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'avec l'arrivée de cette culture des écrans, il y a aussi un truc qui a pas mal changé, c'est le fait que, oui, maintenant on est tombé sur des jeunes qui ont une pratique précoce des outils numériques. Donc depuis le plus jeune âge, ont été confrontés à ces outils-là. Chose que nous, on n'a pas eu, nous c'est arrivé plutôt quand on était ados, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. Qu'est-ce que ça a pu changer? Déjà, le rapport au savoir et tout ça, j'en ai déjà parlé. Mais par contre, on marque aussi au niveau des apprentissages qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est que déjà, les jeunes arrivent beaucoup plus facilement aujourd'hui, parce qu'ils préfèrent ça, à apprendre avec leurs pairs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une explosion des chaînes de vulgarisation sur YouTube. Parce que c'est beaucoup plus simple pour les jeunes de casser un peu cette figure du maître qui a le savoir et de l'élève. Et donc, si vous avez lu Foucault, ce rapport justement du savoir et du pouvoir, c'est beaucoup plus facile pour eux d'apprendre avec les pairs, donc d'apprendre de quelqu'un qui n'a pas cette figure de professeur. Et d'ailleurs, vous remarquerez, quand vous entendez les youtubeurs vulgas sur Internet, aucun ne dit « je suis prof ». Ils disent tous « non, au contraire, je ne suis pas prof, je suis votre égal ou autre ». C'est ce qui permet aussi aux jeunes de pouvoir apprendre plus facilement. Et il y a aussi un autre rapport qui est assez intéressant, c'est le fait qu'il y a un type de pensée qui est développé, c'est la pensée hypothético-déductive. Ça existe depuis longtemps, parce que Claude Bernard en parlait déjà il y a pas mal d'années. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? On va faire très simple avec un exemple. Quand vous avez les grands-parents qui veulent installer la TNT à la maison, ils n'osent jamais y toucher parce qu'ils ont peur de tout casser. Et donc, ils vont appeler le petit-fils en disant le petit-fils, lui, il sait faire, il va y arriver. Et sauf que le petit-fils, en fait, il ne sait pas mieux faire que les grands-parents, mais il va appuyer sur 50 boutons jusqu'à trouver le bon. Et en fait, en faisant ça, le petit-fils, il a utilisé la pensée hypothético-déductive. J'appuie sur le premier bouton, c'est pas ça, j'appuie sur le deuxième, c'est pas ça, j'appuie sur le troisième, c'est ça, maintenant je sais que ça sera comme ça qu'il faut faire. Et en fait, les outils numériques nous poussent à utiliser cette pensée-là. Ça veut dire, je fais une hypothèse, j'essaye, et si c'est pas ça, je ne l'apprends pas, et si c'est ça, je l'apprends. Et d'ailleurs, on remarque quand on achète aujourd'hui un outil numérique, même un objet connecté ou autre, on n'a plus la notice qui va avec, contrairement à avant. Parce que maintenant, c'est en utilisant l'objet, en jouant au jeu, en faisant ci, en faisant ça, qu'on découvre les choses. On essaye, on tente. Chose que ceux qui n'ont pas eu cet usage précoce des outils, justement, ont moins développé et donc osent moins, parce qu'ils ont peur de faire bugger la machine, ils ont peur de casser ou des choses comme ça. Et donc, déjà, il faut faire attention à un truc, c'est comprendre que oui, c'est une nouvelle type d'apprentissage que les jeunes ont pu développer, mais aussi, il ne faut pas tomber dans l'illusion du « ils savent tout faire ». C'est pas « ils savent tout faire », c'est juste qu'ils font différemment, et donc nous, on a l'impression qu'ils savent faire, alors que non, en fait, ils essaient juste et ils trouvent au bout de plusieurs essais. Et donc ça, c'est un truc aussi auquel il va falloir penser. Et il y a aussi le fait que les jeunes aujourd'hui arrivent de plus en plus à utiliser différents types d'identités. Parce que c'est plus facile pour eux en fait d'utiliser des pseudos sur Internet. C'est d'ailleurs pour ça que Facebook est de plus en plus fui par les ados et qu'ils vont préférer Twitter, Instagram et Snapchat parce que Facebook oblige de plus en plus à utiliser son vrai nom, ce qui intéresse de moins en moins les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à développer parce que justement, ça leur permet déjà de se protéger un petit peu plus face justement à tout ce qui est information qu'on met sur Internet, mais aussi ça leur permet justement de pouvoir aussi s'adapter en fonction de la communauté dans laquelle ils font partie. Parce que les jeunes vont pouvoir avoir différents types d'identités en fonction de avec qui je suis. Par exemple, je sais pas, je suis, si je suis un ado et que en ce moment je suis un rappeur, mais militant vegan et féministe, par exemple, ça existe. Je vais avoir avec mes copains rappeurs un type d'identité, avec mes copains vegan un type d'identité, avec mes copains féministes un type d'identité. Mais en tout cas, voilà, je serai toujours le même, mais j'aurai en fonction du groupe dans lequel je fais partie, une part de vérité de moi qui sera dedans. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important à pouvoir stimuler parce que en fait, ça stimule aussi l'empathie chez les jeunes, le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre, le fait de pouvoir comprendre que l'autre peut aussi s'adapter à nous, qu'on peut avoir un rapport identificatoire et donc du coup, ça évite des choses comme par exemple le harcèlement ou autre. Et donc, vraiment, à comprendre au niveau pédagogique que ce qui est important, c'est de pouvoir lier ces deux cultures-là, écran et livre, et de faire en sorte que les écrans soient vraiment un espace de co-réflexion, de partage et tout ça. D'où ce que je disais tout à l'heure, les écrans en salle informatique, vaut mieux qu'il y en ait un pour plusieurs, parce qu'au moins, on ait vraiment cette question du partage. Et enfin, pour finir, ce qu'il faut comprendre en fait avec les écrans, c'est vraiment ce que j'essaie de dire depuis le début, c'est que on voit bien que les écrans, ils ont un côté assez génial, c'est le fait qu'ils poussent à la création, ils poussent au partage et à l'échange. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir pousser chez les jeunes en fait, de pouvoir comprendre cet intérêt-là qu'ont les écrans.
Il faut aussi penser à un autre truc, c'est s'intéresser à la culture des jeunes. Ça veut dire, pas se dire, non mais c'est ridicule ce qu'ils regardent, ça n'a pas d'intérêt, on va attendre plutôt qu'ils soient plus grands et qu'ils s'intéressent à Balzac et à Voltaire parce qu'ils comprendront que c'est beaucoup plus intéressant. Non, il faut aussi se dire que si ça leur plaît, il y a peut-être aussi quelque chose qui justement est bon aussi pour eux, que ça leur apporte quelque chose et peut-être que même nous, ça nous plairait de regarder un peu les dessins animés que regardent les jeunes, les jeux vidéo auxquels ils jouent ou tout ça. Rappelons-nous quand même que à chaque fois quand une génération arrivait et a critiqué ce qui se passait justement à l'époque des enfants, ça a toujours été comme ça. Faisons un petit historique rapide là-dessus. Quand l'écriture est arrivée, Socrate disait déjà à Platon qu'il s'inquiétait énormément avec l'arrivée de l'écriture parce que ça allait être la fin de l'oralité qu'il avait tant connue et qu'il pensait que ça allait avoir un très fort impact sur justement l'apprentissage et tout ça chez les philosophes. Donc là, on voit que ça remonte à longtemps, mais venons à un peu moins longtemps. Début 1800, par exemple, quand le chemin de fer a été mis en place, il y a des psychiatres qui se sont rebellés en disant que ça allait être la fin du couple parce que les hommes, les maris allaient se mettre à tromper leurs femmes en prenant le train. Et donc, on voit bien aujourd'hui que le chemin de fer, c'est quand même assez pratique. Dans les années... à peu près dans les années 1850, on a le roman aussi qui a été démocratisé. Et là, sur le coup, on a eu des pasteurs qui se sont mis à avoir un discours en disant que ça allait être horrible parce que les femmes allaient se mettre à lire de plus en plus des romans et allaient s'éloigner de ce qui était important pour elles, ça veut dire s'occuper des enfants, de la famille et tout ça. Au début 1900, on a eu l'attaque du cinéma aussi par certains qui disaient que les gens allaient confondre ce qui était imaginaire et ce qui était réel et tout ça et que ça allait être très grave pour les sujets. Dans les années 50, on a eu une attaque de la bande dessinée avec la sortie d'un livre qui s'appelait La séduction des innocents, qui a été écrit par un psychiatre américain, qui disait que la bande dessinée, ça rendait les jeunes violents et qu'il fallait absolument la censurer. C'était le même discours qu'on a actuellement sur les jeux vidéo. Ça a amené à une très forte censure aux États-Unis avec certains mots qui étaient interdits dans les comics, par exemple. Et d'ailleurs, pour info, le magazine Mad, qui est bien connu, c'est le magazine américain qui est l'équivalent de notre fluide glacial, est né en fait en réaction à la censure qui a eu lieu suite à la sortie de ce livre. Dans les années 60, le rock'n'roll s'est fait attaquer. Ouais, il me reste 2 minutes. Dans les années 80, c'est les jeux de rôle qui se sont fait attaquer, avec par exemple beaucoup de discours qui disaient que les maîtres du jeu étaient des gourous et que les jeux de rôle c'est des sectes. Dans les années 90, c'est les mangas qui se sont fait attaquer, avec un très bon livre de Ségolène Royal qui dit que les mangas c'est la mort de la culture, que je vous conseille. Dans les années 2000, on a eu tout ce qui est télévision, dessins animés, le Club Dorothée s'est fait attaquer, enfin voilà. Moi maintenant je fais ma thèse sur les robots parce que j'ai compris que les écrans ça allait bientôt plus être attaqué et que les robots ça allait l'être. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'une nouvelle révolution culturelle ou technologique arrive, il y a toujours des inquiétudes qui sont liées. Le c'était mieux avant, ça a toujours existé. Vos parents vous ont toujours dit c'était mieux avant et leurs parents leur ont déjà dit c'était mieux avant. En fait, on s'inquiète toujours de ce qui arrive comme nouvelle culture parce qu'on a peur de ça, parce qu'on s'inquiète. On a toujours peur que ce soit le pire qui arrive. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que oui, cette nouveauté peut avoir bien sûr des effets négatifs, et on l'a vu au début, il y a quand même des effets négatifs à une surconsommation des écrans, à une consommation non accompagnée ou autre, mais en tout cas, c'est très important de pouvoir se dire aussi que si ça existe et si ça fonctionne aussi bien, il ne faut pas vivre dans le passé non plus. C'est là et il faut qu'on puisse travailler avec, il faut qu'on comprenne aussi qu'est-ce que ça peut apporter de bien pour pouvoir accompagner les jeunes de la meilleure manière possible dans ce monde-là et pouvoir se dire finalement ce qui a pu apparaître avant, moi je m'en suis bien servi et j'en suis content, peut-être que aussi cette nouveauté va apporter des choses nouvelles, va apporter des changements sociaux et va apporter une nouvelle culture qui est importante à prendre en compte. Et donc nous aussi, notre rôle en tant qu'adulte, c'est pas seulement d'accompagner, c'est aussi de dire juste aux jeunes, raconte-moi un peu ce que tu regardes, raconte-moi à quoi tu joues, et pas seulement parce que le psy vous a dit qu'il fallait le faire parce que c'était important pour pas que ce soit traumatisé ou autre, mais aussi parce que vous découvrirez peut-être déjà quelque chose qui vous plaira et qui vous donnera envie de creuser un petit peu plus, mais aussi parce que vous arrêterez de creuser ce fossé qui existe encore aujourd'hui entre les ados et les adultes, et fossé qu'il faudrait pouvoir casser pour qu'on puisse enfin créer un vrai dialogue entre eux et nous. Et puis je pense que je vais m'arrêter là du coup, et donc merci. Bon alors pour la demi-heure de questions, ça va être difficile du coup je pense.